Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin. Taxi Presse, dernier numéro de la semaine. Aujourd'hui, c'est vendredi, vous le savez. C'est avec Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pekiezi, le patron du journal Le Libéral, Ferdinand Haïti du journal Alternative, Loïc Lawson du journal Flambeau des démocrates, il va nous rejoindre, et Tchaniao Aremiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. C'est avec eux que nous analyserons et commenterons l'actualité de ces derniers jours. On reviendra sur cette information de braquage d'officiers des forces armées togolaises à Djobour il y a quelques jours. La presse en a parlé abondamment. Un petit peu de politique aussi avec les réformes et un petit peu de Tipi Achadam aujourd'hui. La question est, est-ce qu'il représente l'alternative face à une opposition traditionnelle qui, de l'avis de certains, ne fait plus exactement le boulot? Je demanderai l'avis de mes confrères ici en studio tout à l'heure. Pour vous donner une idée du journal Le Canard Indépendant qui est aussi dans les kiosques ce vendredi, le confrère évoque un nouvel examen de la proposition de loi ANC a dit. Cette fois sera-t-elle la bonne, se demande notre confrère. Et puis les microfinances illégales prolifèrent en toute tranquillité. Le confrère donne l'alerte encore ce matin. Et puis coupe de Turquie à Debayor et Istanbul en finale. Vous lirez les détails dans le journal Le Canard Indépendant. Bonjour Abi Alpha. Bonjour confrère, bonjour à la rédaction et à tous les frères et sœurs musulmans qui vont prier d'ici peu. Naturellement, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Tchaniao Aremiaou. Eric, bonjour à toutes et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et comme Abi l'a dit, bonne prière à tous mes frères et sœurs musulmans. Bonne Juma. Bonne Juma, oui. Parfait. Bonjour Fabrice. Rebonjour. Rebonjour à toi et rebonjour à tous les auditeurs et bonne journée de vendredi à tous. C'est bien cela. Bonjour Ferdinand. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour confrères et bonjour à tous les amis qui nous écoutent. Parfait. Alors, on va commencer ce matin. Abi, c'est vous qui allez lancer le premier sujet, puisque il y a une semaine, la presse évoquait une certaine guerre entre le directeur du transport routier et le directeur de Sotopla, avec l'intervention du ministre Nisao Nyonfam. Il est partout désormais, à chaque fois on le cite. Vous parlez de l'arbre qui cacherait la forêt. Ouais, évidemment. C'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau du transport routier? Ouais, bon, pour le moment, on ne peut pas dire tout ce qui se passe parce que nous allons revenir sur le sujet. Et tu sais, on s'est intéressé au sujet parce que très souvent les gens aiment trop amuser l'opinion par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés. C'est depuis 2009 que une partie de la gestion du service routier a été concédée à Sotopla. Oui. Et depuis 2009, il faut préciser que Sotopla, c'est la structure qui s'occupe de la plaque. Ouais, la fabrication et la pose des plaques sur les engins à 2 roues et à 4 roues. Et vous avez dû évaluer le temps qui s'est écoulé, qui a passé de 2009 à 2017. Et c'est seulement avant-hier qu'on nous parle du scandale de plus de 400 millions qui devait être versé, qui n'est pas allé à qui des droits. Donc tout le monde a suivi le grand bruit qui n'a pas encore fini de se faire autour du dossier. Bon, sauf que quand tu remontes dans les documentations et autres informations, tu vois que ce bruit a commencé par jaser à partir du moment où le ministre des Transports a retiré la concession à cet opérateur privé qui est Sotopla. Et c'est à partir de ces retraits de concession que les scandales, du moins pour le moment, les scandales qui dormaient depuis longtemps, parce que si pour une opération foraine, l'homme a pu, pour 2 opérations foraines qui sont déroulées avec 6 mois d'intervalle, ça dit des individus ont pu garder par devers eux plus de 400 millions, alors que des trucs comme ça se font depuis 2009. Ça veut dire qu'il y avait des scandales et les gens se taisaient. Qu'est-ce qui se passe pour que... C'est parce qu'au moment où on a retiré que les scandales se réveillent. Qu'est-ce qui empêchait depuis, par citoyenneté, de dénoncer ces mauvais comportements? Si ça se révèle demain que c'est comme ça, c'est un grand scandale. Nous sommes sur le dossier, nous sommes en train de réunir le nécessaire. Mais si ça révèle comme ça qu'on doit verser, ça on n'a pas versé, que même entre-temps, quelqu'un a appelé pour dire bon, ce que vous devez verser, amenez ça en liquidité et que vous devez prendre ceci tel qu'on a vu dans certains documents. Mais c'est scandaleux. Et que l'autorité doit profiter de ça
pour mettre de l'ordre dans beaucoup de structures, parce que ça veut dire que l'habitude a déjà gangréné certains environnements. Donc je crois que l'inspecteur l'inspection d'État est sur le dossier. Nous avons quelques documents de cette démarche. L'inspecteur est sérieusement sur le dossier. La direction de Sotopla est sur le dossier, continue pas à se justifier. Le ministre qui a retiré la concession continue pas à se justifier. Chacun tire la nappe de son côté. La structure qui s'estime victime à laquelle on a retiré continue pas à se justifier que c'est elle qui est le sein blanc dans ce dossier. Mais ça tique un peu quand tu remontes, quand tu parcours toutes les informations, tu te dis il y a quelque chose, et que si vraiment des scandales comme ça ronflaient depuis longtemps, depuis 2009, et que c'est quand on a retiré une concession, et puis quand le ministre, quand tu parcours le document de retrait de la concession, le ministre a justifié. Le ministre, vous savez, une fois, moi, ce n'est pas mon tasse de café. Ma tasse de café, vous savez les scandales dans lesquels il a englué, allant de la faille de contournement de l'incontournement avec les milliards qui ont disparu pour des chantiers qui sont repris après, avant même la réception, jusqu'aux 10 milliards où il s'est fait, où lui et Ayassor seuls connaissent le secret de cette route. Ce n'est pas les scandales qui manque autour de la gestion Ayassor. Donc nous, ce n'est pas notre tasse de café. Mais je crois que quand le monsieur a donné le document de retrait, il a donné des justificatifs, et quand tu vois les justifications, ça fait problème. Donc pour le moment, moi je ne sais pas qui est blanc, qui est le blanc, c'est dans ce dossier, mais nous sommes sur le dossier. Parfait. On va revenir. Merci beaucoup Abi Alpha. Oui, Tchanyawari Miaou, vous voulez placer aussi un mot par rapport à ce sujet? Non, bon, je ne voulais pas forcément placer un mot sur le Sotopla, le transport routier, mais je dis qu'il y a des situations qui font que parfois j'ai pitié de notre pays, j'ai pitié de tous les Togolais, j'ai pitié de l'avenir que les gens veulent bien donner à ce pays. Vous savez, regardez au Bénin la dernière fois, le conseil. Oui. Le dernier conseil des ministres du Bénin, vous avez vu, essayez de vous procurer du communiqué, vous allez voir ce qui s'est passé. Et regardez un peu en France, un peu partout. Et là, quand je dis j'ai pitié de cette société, commençant par nous-mêmes journalistes, et tout le temps, toi tu quittes forcément ta maison à 4 h du matin ou peut-être plus tôt que ça. Tu fouilles les documents, nous aussi on fait des recherches, on vient ici, on discute des choses pour éclairer la lanterne des Togolais, mais j'ai l'impression que tout ce que nous venons dire ici, c'est comme on ramassait beaucoup d'eau, qu'on versait sur le dos d'un canard. Et ce dossier dont Abi Alpha parle, il parle de 2009. Comment dans un pays comme celui-ci, où le chef de l'État tout le temps, au quotidien, mène le combat contre la gabégie, contre le banditisme, contre la mauvaise gestion, et que des gens trouvent des voies pour éclairer sa lanterne sur des situations comme ce qui se passait là-bas depuis 2009, et que nous soyons aujourd'hui à 2017, et que c'est forcément en 2017 qu'on en parle. Vous savez, moi je crois que si les journalistes se retrouvent et qu'ils traitent des dossiers et que les Togolais écoutent, il faut que l'autorité, je veux parler du gouvernement, avec le Premier ministre, avec le chef de l'État, avec la justice, il faut que les gens fassent l'autosaisine. Je vous assure que si tout à l'heure, à cette radio, en cet instant précis, je dis que chez toi, Eric, il y a des caches d'armes et que j'en ai la preuve, on ne va pas faire 30 secondes, vous allez voir l'ANR, vous allez voir la gendarmerie, vous allez voir la justice. Ah oui, ils seront chez moi. Mais si j'ai dit qu'ils vont venir, mais quand on dit que quelqu'un se comporte mal dans un coin, quand on dit que quelqu'un regarde le Togo, on n'en fait rien. Il faut que la situation pourrisse avant que les gens commencent pas à courir dans tous les sens. Je crois que si les gens ont besoin... Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Je ne suis pas d'accord, et je crois que le gouvernement, le Premier ministre, la dernière fois ils étaient en séminaire. Oui. Un séminaire qui veut ramener l'administration à la hauteur. Mais quand on fait un séminaire de ce genre, on dit qu'on veut remonter les pendaires pour que les choses soient bien. Et que les gens viennent discuter des situations qui embarrassent le pays et qu'on ne fait rien pour trouver des solutions à temps réel. C'est tout triste. C'est tout triste. Merci beaucoup à Tchanyawari Miaou. Oui, Fabrice, sur ce sujet de Sotopla, c'est presque un scandale finalement, tout ce que révèle la presse. Non, mais je crois que Sotopla, même depuis le transport routier, lorsqu'ils étaient au centre-ville, je crois qu'une fois il y a eu un séminaire de journalistes sur l'investigation où
les gens sont allés faire ce qu'on appelle un cas pratique au niveau du transport routier. C'est pratiquement une mafia à grande échelle. Et donc aujourd'hui, que ça remonte de l'autre côté, ce top-là, tout ça, je sais que avant 2009, apparemment, c'était sous la bénédiction d'un certain Pachanya Singbe. Et puis bon, il y a eu des changements avec son arrestation et tout cela. Ça voudrait dire que de 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la magouille à ce niveau. C'est un secteur où il y a beaucoup d'argent, parce que quand vous voyez le nombre de motos qui sortent de voitures et tout cela, vous comprenez que même si c'est 1 franc, on vous donne sur chaque engin, vous serez un milliardaire dans ce pays. Et donc logiquement, c'est quand même un secteur très très pourri, et la plupart du temps c'est des officiers qui avaient souvent dirigé les transports routiers généralement. Aujourd'hui c'est revenu dans les mains des civils, mais apparemment les civils non plus ne donnent pas le meilleur exemple. Bon, donc ça voudrait dire, mais je suis d'accord avec les confrères quand ils disent qu'il y a une sorte d'impunité qui règne, parce que quand on voit tout ça là et jusqu'aujourd'hui, personne ne croupit en prison, même une plainte en justice pour dire que tel a pris tel argent. Quand vous voyez même dans le sport et dans tous les domaines, les gens continuent toujours par circuler. Peut-être tout ce qu'on peut vous faire, c'est de vous relever de vos fonctions sans même dire que bon, peut-être c'est en vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, et vous circulez. Et souvent moi j'ai l'habitude de dire, mais si je suis à un poste et je sais que en cas de sanction on va juste me sauter de mon poste, mais je fais le calcul. Alors mon salaire il est de combien? En 30 ans j'aurai combien? Mais si je fais le calcul, je sais que ce jour-là je peux prendre une manne financière qui peut couvrir toute ma retraite et voire même plus. Le choix est clair. Donc tant qu'on ne va pas vraiment poursuivre les gens, et aujourd'hui on ne va pas me dire qu'on n'a pas d'exemple à brandir. Ça fait longtemps, je peux comprendre que tout était gangréné, et pendant longtemps on a donné au moins le temps aux gens de se racheter, comme on dit dans le domaine religieux, mais apparemment les gens ne se rachètent pas et ça s'empire. Même les réformes qui sont intervenues aujourd'hui au niveau de l'OTR et tout cela et autres, les gens continuent toujours pas à contourner la loi et se faire de l'argent. Bon, jusqu'où on ira, je crois que tant qu'on ne mettra pas vraiment fin à cela, le développement va toujours l'avoir dans nos rêves. Bien. Loïc Lawson, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints. Ferdinand, est-ce que cette bataille aujourd'hui engagée au niveau de entre Sotopla et la direction du transport routier, donc au milieu, il y a le ministre Nissa Ouniofam, est-ce que la bataille là n'est pas sur un autre plan finalement que ce qu'on est en train de nous servir? Oh, peut-être, moi je n'en sais pas grand-chose, mais on va regarder un peu dans les dossiers, on va voir. Et comme les uns les autres l'ont dit, dans cette affaire, c'est clair que personne n'est blanc. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai parcouru un peu les échanges de part et d'autre. C'est des accusations mutuelles. Celui-ci dit j'ai donné l'argent, l'autre dit je n'ai pas donné, l'autre dit, c'est le ministre a dit de faire des plaques aux gens gratuitement, après on envoie un pro-forma. Donc c'est des accusations mutuelles, mais comme l'inspection d'État est sur le dossier, puisque c'est suite à un contrôle de l'inspection d'État que l'affaire est déclenchée. Et donc c'est l'inspection d'État qui demande des explications aux uns aux autres. Où sont passés les frais de tel timbre? Où sont passés les frais de telle opération foraine que vous avez eu à faire? Ici, ils sont passés les sous. Donc je crois que l'inspection d'État va aller jusqu'au bout. Et comme aujourd'hui il y a aussi une commission anticorruption, si les gens ont la volonté de débarrasser le pays ou de mettre un frein à tout ce qui se passe, parce que quand nous disons tous ces genres de choses-là, il y a quand même un premier responsable du pays. Si le premier responsable du pays ne donne pas les directives à suivre, les autres ne vont pas suivre. Oui, mais Fogna Singbe donne la directive. Non, en mettant en place cette commission. Qu'est-ce qu'il fait depuis? Quand même, ça fait 12 ans. Oui, mais la commission a été quand même mise en place aujourd'hui. Je suis désolé, ça fait quand même 12 ans que M. Fogna Singbe gère le pays. Elle cherche de l'argent. Oui, et il y a 12 ans que M. Fogna Singbe gère le pays. Il y a 12 ans que les scandales se suivent. Il y a 12 ans que les gens font disparaître de l'argent dans ce pays. Il y a 12 ans que les gens se sont énormément enrichis. Je vous ai dit qu'en 12 ans de règne de fort, il y a eu plus d'enrichissement qu'en 38 ans de Yadema. Vous avez les preuves. Vous circulez dans les rues, comment les gens bâtissent les maisons. Il y a plus d'opportunités maintenant qu'avant. Je n'en sais rien, mais on sent quand même qu'il y a du vol organisé. Et il n'y a pas de sanctions, comme Fabrice vient de le dire. Si normalement on devait prendre des sanctions, je crois que tous les petits voleurs de portables qui sont à la prison vont sortir, et la prison devait être remplie de tous les gros voleurs qui sont dans la République. Mais personne n'est touché. Et on a l'impression que c'est une prime à l'impunité, ou soit, moi je fais toujours une analyse à deux faces, ou soit celui qui gère le pays, il n'a pas les moyens de sanctionner les gens, ou à un certain niveau lui-même il est mouillé, et donc il n'a pas la capacité, parce qu'il est mouillé, de
pouvoir frapper les gens. Parce que vous savez très bien que quand vous êtes dans une entreprise et que vous-même faites les magouilles, à un moment donné, vous ne pouvez pas frapper le personnel parce que le personnel sait que le chef fait les magouilles. Donc moi, c'est sur ces deux terrains-là que moi je raisonne. Donc, aujourd'hui, on voit que l'ampleur même de la corruption devient vraiment inquiétant dans tous les domaines. C'est la course à l'enrichissement. On a fait cette histoire de OTR. Aujourd'hui, les gens ont trouvé des dispositions à l'OTR pour contourner la loi et s'enrichissent comme ceux qui étaient là au temps où il y avait les deux régimes. Le secteur des BTP est gangréné par la corruption. Nous avons des exemples, les routes qui sont abandonnées aujourd'hui parce que les gens ont demandé des commissions, l'argent a disparu. Et quand vous avez un chef d'État qui ne réagit pas, vous avez aussi d'autres institutions de la République comme la Cour des comptes. La Cour des comptes, je ne sais pas, elle ne peut pas réagir parce que le président même de la Cour des comptes et le président de la République sont des cobos. Donc, il arrive parfois que sur certains dossiers, il ne peut même pas aller parce que en allant dans ce dossier, on va lui dire, mon frère, tais-toi, qu'est-ce que tu vas aller faire? Donc, il y a tellement de conflits d'intérêts dans le pays que les institutions qui sont chargées de contrôler, comment l'appelle-t-on, les sociétés d'État, ceux qui les gèrent, ont des relations familiales avec ceux qui gèrent ces sociétés d'État. Donc, à un moment donné, les gens ont des difficultés à exercer leur boulot. Bien. Merci beaucoup, Ferdinand. Oui, Loïc Lawson, est-ce que la commission mise en place par le président de la République, la commission anti-corruption et les crimes assimilés, est-ce que ce n'est pas l'occasion qu'elle s'affirme réellement et donc donner le là? Mais, Eric, pour que cette commission s'affirme, qu'elle ait les moyens. D'abord, il faut qu'il y ait des hommes assez courageux la commission ne s'est pas plainte. Hein? Non, il faut qu'il y ait des hommes assez courageux à sa tête. Tout dernièrement, elle était à la primature parce que... Il faut qu'il y ait des hommes courageux à sa tête et qu'elle ait des moyens, qu'elle soit indépendante, qu'elle soit capable de traquer. Une commission de ce genre traque jusqu'au sommet de l'État. Je dis bien jusqu'au sommet de l'État. Rien ne l'a fait trembler. Comme ce qu'on a en train de voir au Brésil. Merci. Mais c'est ça. Tu as compris, avec Lula et consorts. On va jusqu'au bout. Il n'y a pas plus fort. Parce que le Togo, c'est un bien à nous tous. Tu comprends? Et puis, le développement, Eric, c'est pas une affaire de 2 ou 3 personnes qui sont devenues milliardaires ou qui sont devenues multimillionnaires en quelques années. C'est pas ça le développement. Tout le monde le sait. Hein? La croissance doit être harmonieuse, elle doit être partagée pour qu'on puisse atteindre, tout le monde puisse trouver sa part. Le Togo est pratiquement un des seuls pays de l'UMOA ou de la CEDEAO où les ministres sont milliardaires, les DG, des sociétés d'État sont milliardaires. Ailleurs, les milliardaires, c'est les hommes d'affaires. Ce sont les gens du privé qui sont milliardaires. Même en France, même aux États-Unis, pour être milliardaire, c'est d'abord l'homme du privé. Oui. Et c'est au Togo seul où l'homme d'affaires qui est dans le privé se retrouve à courir derrière un ministre. Ce qui devait être le contraire. Parce que lui, l'homme d'affaires, il contribue à l'assiette fiscale. C'est lui qui doit être plus respecté que le ministre ou que le DG. Tu vois un homme d'affaires qui contribue énormément à l'économie nationale, qui cherche à rencontrer peut-être son ministre de tutelle et qui le fait poireauter dans la salle d'attente pendant des heures. Pour aucune raison, hein, peut-être parce qu'il attend quelque chose. Voilà un peu le paradoxe de notre pays. Et tout cela doit être repensé. Moi, je dis, on doit repenser l'État même en soi. Tu vois, l'État comme l'ont défini les Socrates. Hein? On doit le définir, on doit expliquer à quelqu'un à qui on nomme ministre qu'est-ce qu'il comprend de l'État. Tu comprends? La nomenclature. Organiser aussi un séminaire gouvernemental à ce propos. Voilà, tu ouvres notre page. Non, s'il te plaît. Voilà une autre page de manche que tu veux ouvrir alors que je n'ai pas fini de fermer celle-là. Non, pour dire vrai, est-ce que c'est sérieux ça? Et pour dire que moi j'ai l'habitude de dire nous aimons ce pays et en l'aimant on doit dénoncer tout ce qui est mauvais. Parce que ça concerne les générations futures, ça concerne notre avenir aussi. Maintenant, parlant du séminaire gouvernemental, tu penses pas que c'est une bagaille? Non, je vous donnerai la parole. Est-ce que, dis-moi, Edom Kodjo qui a amené la mode, séminaire gouvernemental, Humbo, séminaire gouvernemental, je ne sais pas qui a, Mali, séminaire gouvernemental, tout, séminaire. Ça, finalement, ça sert à quoi? Non, attendez, vous avez écouté. Je vais donner un exemple. Oui, Ferdinand, ne te presse pas, je vais lui donner un exemple. Vous avez quand même suivi le diagnostic tel que établi l'autre par le chef de gouvernement. Le diagnostic. Il est cinglant. On a touché du doigt les vrais problèmes. C'est déjà intéressant. Le diagnostic, tu le connais. Le chef du gouvernement le connaît. Si on veut l'attaquer, on n'a pas besoin du folklore. Tu sais,
un séminaire gouvernemental au cours duquel vous allez amener des Rwandais. Des Rwandais. C'est ça. Merci. C'est eux qui ont amené la dernière. En réalité, c'est ça. Parce que, surtout les Rwandais. Parce que la vérité, c'est que la presse, on lui a montré que le côté truc là. Pas xénophobe. Non, pas du tout. Regarde, écoutez, mais un Rwandais qui prend la parole, qui dit tout au long du séminaire, vous savez au Rwanda, si, vous savez au Rwanda, ça, vous savez au Rwanda, ça. Et puis un monsieur dans la salle que je trouve assez courageux parce qu'il le faut, Togolais, qui a une haute fonction, a dû lui dire, mais écoutez, alors que tout le monde était d'accord à applaudir le Rwandais, il lui a dit, mais attends, arrêtez, on ne va pas reculer en arrière. Vous nous dites Rwanda, si Rwanda, ça, au Rwanda, il n'y a pas la presse, au Rwanda, il n'y a pas la société civile, au Rwanda, il n'y a pas... Nous, au moins, ici, on a avancé sur certains plans démocratiques, vous voulez nous amener en arrière? Silence radio dans la salle. Ça, c'est un offre. C'est ce que je dis. Silence pendant 1 minute. Le PM a dû s'arranger pour prendre la parole pour dire, ah non, pourquoi tu le mets mal à l'aise comme ça. Et à la fin, tous s'approchent du monsieur pour lui dire, ah tu sais, tu as raison, tu as bien fait hein, de le recadrer. Est-ce que on peut faire... C'est une sorte d'hypocrisie incessante. Parfait. Moi, je donne la parole aux autres confrères sur le sujet. Sur le séminaire gouvernemental, je crois que ceux qui dirigent ce pays, ils inventent des trucs pour nous faire croire qu'ils travaillent. Mais en réalité, ils ne travaillent pas. Et ils sont dans l'incapacité de produire des résultats. Alors ils inventent des histoires pour faire croire à la population qu'on travaille. En quoi c'est mauvais cette histoire? En quoi c'est mauvais, n'est-ce pas, de rassembler les ministres du gouvernement pour revenir sur des sujets précis je vais le dire. Et essayer de les conscientiser. Excusez-moi si on peut le dire. Je vais le dire. On a besoin d'un Rwandais pour venir nous faire le diagnostic de ce qui se passe dans notre administration. Vous ne le savez pas. Moi, je ne le sais pas. Le Premier ministre ne le sait pas. Les experts togolais qui sont à l'université, qui sont des enseignants, ils ne le savent pas. Tous les rapports de la Banque mondiale, du FMI, la loi des finances, on relève la lourdeur de l'administration dedans, la corruption, tout, on le relève dedans. Est-ce qu'on a besoin des Rwandais pour venir? Parce que c'est un réseau qui fait venir ces gens-là, qui empochent de l'argent, et on aligne des ministres comme des élèves dans une classe, et on leur dit oui, nous on fait ça chez nous, on fait ci chez nous, et il faut venir copier ça chez nous. Depuis que le gouvernement Klassou est là, ça fait combien? 2 ans. 2 ans. Est-ce qu'il a besoin aujourd'hui d'un séminaire gouvernemental pour maîtriser les problèmes qu'il y a dans l'administration? Vous avez vu comment est-ce qu'on a fait défiler les anciens premiers ministres français dans ce pays pour former ils sont venus prendre beaucoup d'argent. Ils ont pris beaucoup d'argent. Raffarin, Jospin, quoi. Fabius, tout ça là. Et on a rassemblé les gens au palais des congrès comme dans un meeting populaire pour dire que on est en train de leur apprendre comment il faut gérer l'administration. Je rappelle ici que le programme économique du Rwanda à la sortie de la guerre a été piloté par M. Alipu. Je le rappelle, vous pouvez lui demander. Le vieux Alipu. C'est lui. Du grade. C'est lui que la Banque mondiale a missionné qui est allé piloter le programme économique du Rwanda. Alors, ces cerveaux sont ici. On va chercher des types pour venir ici pour dire qu'on est en train de... Parce qu'il y a des réseaux derrière qui prennent de l'argent, ils sont facturés sur nos fonds pendant que nous, nos experts sont là. Merci beaucoup. Je donne la parole à Tchéniao et puis donne l'avis après. Je crois que les confrères ont dit beaucoup à ce propos et moi, ce que je voulais dire en plus, c'est que le Togo est en train, à mon avis, de se vendre très moins cher. Nous avons de grands cadres. Quand vous sortez, quand on veut vous parler de l'éducation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, quand on veut vous parler de l'éducation même en Afrique, le Togo était et reste, je crois, une référence. Vous savez, quand vous vous retrouvez avec des étudiants d'autres pays, que ce soit du Cameroun, d'un peu partout, les Togolais restent toujours brillants. Les meilleurs. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je crois que les gens utilisent ces histoires d'experts pour régler des comptes ou pour créer des ennuis à d'autres. Ouais. Dans tous les ministères aujourd'hui, vous savez, à chaque moment, quand on fait 6 mois, on veut prendre un peu du budget, on amène des Sénégalais, parfois c'est des Ivoiriens, et c'est des Français, et souvent c'est, comme nous le disons, des Rwandais, pour venir donner des leçons aux Togolais. Des leçons que les Togolais maîtrisent déjà, si on veut les laisser faire. D'autres amènent... On est encore à ce stade. Oui, mais j'ai dit, on n'est à aucun stade. C'est les gens qui ont intérêt, qui pensent qu'il faut amener des gens pour donner des leçons que nous connaissons déjà. Vous avez vu l'exemple que Loïc a donné par rapport au séminaire gouvernemental. Oui. Il y a des ministères où on a des experts, que ce soit de grands gestionnaires, on a tout ici. Les ministres vont amener des petits blancs pour venir tout simplement parce qu'on a envie de régler des comptes, on a envie de narguer les autres, on dit bon voilà, c'est eux qui doivent voir dans ce domaine. Les ministres vont amener, et ça, attention, c'est des milliards qu'on nous prend. Ouais.
C'est des milliards de CFA qu'on remet à ces gens-là. Moi, Tchaniao, si je suis expert dans un domaine, on me prend, peut-être j'aurai 100 000. Mais quand on amène un Sénégalais ou un Rwandais qui vient même pour parler de la presse, c'est des milliards. Il y a des ministères où aujourd'hui, au lieu de prendre... exagérer. Des millions, oui. Mais j'ai dit milliards. J'ai dit des milliards. J'ai dit des milliards. J'ai été. J'ai travaillé. Je sais de quoi je parle. Écoute, est-ce que vous savez que Dominique Strauss-Kahn est toutes les 2 semaines à Lomé? Vous savez qu'il arrive en jet privé. Vous savez combien il est payé. Vous savez ce qu'il fait dans ce pays. Donc, pour 48 heures. Pour 48 heures. Est-ce que vous savez, je voulais terminer que par rapport même à la communication, il y a des ministères où aujourd'hui, les gens, vous allez dire que nous n'avons pas de journalistes à Lomé. Des gens sont allés chercher des Français. Après, on fait partie les Français, on amène des Sénégalais. Après, on amène les anciens collègues. On perd à 3-4 millions. Vous trouvez ça normal? L'argent du contribuable dans un département ministériel, c'est pas normal tout ça. On a la matière au Togo, on a besoin de rien de l'extérieur. Eric, je crois que la dernière fois, je ne faisais pas rire quand je disais que je ne sais pas encore quel type de régime pratique M. Faure Gnassingbé. Feu son père, c'était un dictateur. On savait que lui, c'est sous la dictature. Mais lui, je ne sais pas encore quel type de... quel système, quel nom lui donner, c'est vrai. Parce que s'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Un dictateur inspire respect avant tout et peur. Et parfois aussi, actuellement, quand on envie l'organisation militaire, c'est par rapport à la discipline. Ce qui différencie les Chinois, le militaire de nous, le premier paramètre, c'est la discipline. Mais vous êtes nostalgique du règne des Yadéma? S'il vous plaît, non. Quand il y a des choses qui sont comparables, il faut les comparer. Je ne suis pas nostalgique, mais prenez des éléments positifs et les comparer. Vous allez tirer votre truc. Donc, je suis de ceux qui continuent pas à dire que je ne sais pas encore sous quel type de régime placer M. Faure Gnassingbé. Il y a un adage qui dit que même le chien arrangé connaît la cour du chef. Quand le chef n'inspire pas une certaine peur, c'est normal que le désordre l'entoure. Je sais si vous comprenez. Cette fameuse histoire de Sotopla. Sotopla est là-bas depuis 2009. Les magouilles sont cédés. Ceux qui se plaignent actuellement qu'il faut jaser la presse là, ils sont là, ils sont témoins de ce qui se passe. Sotopla, c'est pour un privé, c'est pour un privé, c'est pour je ne sais même pas quel c'est Alado. Et depuis là, tout le monde se tait. C'est seulement quand, sur des motifs justifiés, écrits et signés, on a retiré la concession que c'est en ce moment que la presse est utile. Et on fait vibrer toutes les radios de Lomé. Normalement, la presse doit dire à ce monsieur qui ne se respecte pas. Donc, je crois que il faut que, par rapport à ces séminaires-là, il y avait ces séminaires, quand le FMI est venu ici faire un rapport qui a accouché comme quoi l'État togolais ne connaît pas la valeur exacte de la dette publique parce qu'il y a 3 départements de l'État qui doivent fonctionner en synergie pour évaluer la dette mais qui ne le font pas. Et donc l'État ne peut pas te dire de combien on est endetté. Et dans un pays comme ça, on nous fait pas savoir qu'il faut un Merci beaucoup. Fabrice, sur ce sujet. Oui, par rapport au séminaire gouvernemental, je crois que la genèse, tout le monde la remet au niveau du Premier ministre Edem Kodjo. Oui. Edem Kodjo, on connaît son parcours, on sait ce qu'il sait de l'administration. Et je crois que si à un moment donné, il a pensé que les membres de son gouvernement avaient besoin d'un séminaire, c'est que peut-être il a trouvé qu'il y avait des lacunes au niveau de certains ministres. Et on sait comment on devient ministre au Togo, on ne passe pas un concours pour être ministre, on vous nomme. Non, nulle part ailleurs, il n'y a pas de concours. Bien évidemment, donc c'est un poste politique. Oui, alors, donc, ici, on peut vous nommer ministre, soit parce que peut-être vous avez réussi à ramener beaucoup de voix au parti lors des dernières élections, ça peut vous valoir un poste de ministre. Oui, même en France. Donc c'est aux militants maîtres finalement. Non, pas. Même en France, ça se passe. Le gouvernement actuel de Macron, juste après les législatives, s'il y a des ministres qui n'ont pas réussi à rassembler un certain nombre de voix, il y en a qui partiront. Et donc, il y a ce critère-là qui fait que parfois on a eu des ministres qui ne maîtrisaient rien du domaine dans lequel ils sont. Bon, ce n'est pas leur faute. Ça, c'est un poste politique. On en convient. C'est comme le poste de directeur de cabinet. Mais là où je suis d'accord avec les confrères, c'est qu'effectivement, même si les ministres ont des lacunes, on sait que dans un ministère, le cerveau, c'est les secrétaires généraux.
Et généralement, ces gens-là c'est des techniciens, ils maîtrisent bien la chose. Mais parfois, on a l'impression que les ministres ne font pas l'effort de reconnaître leurs limites. C'est-à-dire, vous êtes dans un cabinet ministériel, vous avez des agents qui ont des compétences, vous savez que vous n'en avez pas, parce que vous n'êtes pas allé à cette école, et ils ont étudié pour ça. Mais parfois, les ministres ont des limites, et pour masquer leurs limites, ils préfèrent aller demander à l'étranger comment on fait ceci, plutôt que de demander directement à son collaborateur, de peur qu'on découvre qu'il ne maîtrise rien. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de honte à ce que tu ne maîtrises rien, parce que ce n'est pas ton domaine. Oui. Je crois que c'est véritablement ça le problème. Et aujourd'hui, la question des experts revient un peu partout. Et parfois, on amène des experts, donc, ils font des choses... du gouvernement, de la primature, on ne maîtrise rien, on amène des experts. Et les gens rigolent. C'est-à-dire, parfois, il faut écouter ma logique, faire un effort. Il y a parfois, on amène des experts, ils font un boulot, et quand ils finissent, mais les agents qui étaient là rigolent. Ouais. Ils estiment qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à aller chercher un expert pour amener. Et il dit que les gens se cachent, et à part le fait qu'on masque ses compétences derrière Fabrice, les experts, il y a aussi la question des commissions. Oui, Fabrice, pour enchérir ce que vous dites, je crois que ce n'est pas que les ministres se retrouvent, qu'ils sont incompétents et qu'ils ont peur que les siens et les Togolais découvrent cela. Ça fait partie de l'une des raisons. Oui, mais il y a des ministres qui vont aller commander même de simples leur problème, Fabrice, leur problème fondamental, c'est que les gens croient qu'un meilleur éclairé qui étudie à l'extérieur. Je vous assure, vous avez une maîtrise, quelqu'un vient du Sénégal avec même les BTS. Nos enfants qui sortent des BTS ici, il suffit que l'enfant d'un richissime revienne de Dakar, qu'on dise que bon, mon frère et mon fils a fait Dakar, ou bien il a fait Paris, il a fait là. Les gens même surévaluent déjà ce diplôme-là. Ça, ce problème, il existe dans les administrations. Et je crois aussi que les ministres, surtout quand on n'a pas fait le pays, quand on ne connaît pas les réalités du pays, et on est arrivé tout dru comme ça, ils pensent toujours que les meilleurs connaisseurs viennent de là où eux ils ont étudié. Alors que, je vous assure, il y a eu des cas, moi j'ai travaillé dans des ministères, je connais, les gens sont venus, ils ont travaillé des documents, ils parlent du Togo, et à la fin on retrouve que c'est du Sénégal qu'ils parlent. Et quand vous allez voir, c'est les chefs du gouvernement qui avaient plus ou moins les coups des franges, qui ramenaient souvent cette histoire de séminaire gouvernemental. À Paris d'Emkojo, il y a eu aussi Humbo, où on a senti qu'effectivement, vous avez vu, même parfois on a rassemblé les ministres pour leur dire, toi, ton territoire s'arrête ici, l'autre c'est ici, commence. Donc ça voudrait dire que les gens même ne maîtrisent pas leur portefeuille ministériel. Ils ne savent pas exactement. Aujourd'hui aussi, Classou, c'est vraiment les coups de flanche. Ici, à un moment donné, on a l'impression qu'on ne jure que par le Rwanda. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Rwanda, sur le plan du développement, est un modèle, mais il faut reconnaître que le Rwanda est passé par une étape que personne ne souhaiterait emprunter ce chemin. Moi, j'étais là lorsqu'ils étaient venus pour rencontrer le H-Crew. Ils avaient été invités par le H-Crew. Ben, on racontait tout. Bon, après, j'ai posé la question, mais qu'en est-il des médias? Ils disent, bon, qu'ils ont des médias, mais c'est comme ci, comme c'est comme cela et autres. Mais finalement, tu comprends qu'à un moment donné, le génocide leur a permis de régler un certain nombre de problèmes. Et tout le monde s'est tué maintenant en avant le développement. Et aujourd'hui, on masque beaucoup de choses au niveau du Rwanda. Parce qu'il n'y a pas, avec ce qu'ils ont connu comme génocide, il y a des choses qu'ils ne veulent plus refaire. Oui. Mais quand vous croisez des Rwandais qui sont en exil, ils vous diront que leur pays, c'est pas toujours ça. On dirait que c'est la peste. Quelque chose, hein. Oui, Ferdinand et puis Loïc, et nous allons marquer la pause. Loïc a parlé tout à l'heure de la conception même de l'État. Moi, l'impression que moi j'ai depuis des années, c'est que on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de vision. Parce qu'aujourd'hui, on dit on va au Rwanda pour s'inspirer de l'exemple du Rwanda. Demain, on dit on va en Zambie. Après, on dit on va en Égypte. Après, on dit on va au Kenya. Vous avez vu tous ces voyages-là où on dit le président de la République va s'inspirer de tel exemple, tel exemple. Où est le problème? Attendez, mais comment est-ce que vous pouvez être au pays pendant 12 ans, vous gérez un pays et vous vous promenez pour chercher les exemples que vous voulez pour développer votre pays? Vous allez prendre combien d'années pour chercher les exemples? Ça veut dire que vous n'avez pas de vision, vous tournez en rond. Et ce truc-là, ça se sent aujourd'hui. Donnez-moi un peu, dites-moi aujourd'hui ce que Classou fait à la tête du gouvernement. Quel poids il a aujourd'hui? Rien du tout, depuis 2 ans qu'il est. Non, parler comme ça. Non, attends, je vais t'appuyer, s'il te plaît. Moi, j'ai vu la dernière fois, quand on a formé le gouvernement en France, tous les ministres qui ont pris fonction, le gars, il vient, il fait un discours, il dit, moi, ministre, Bruno Le Maire,
sur le plan des finances ou de l'économie. Voilà ma conception de l'économie. Et je ferai ce travail sous l'autorité du président de la République et du Premier ministre. Au Togo, le ministre vient te dire, ça veut dire que Bruno Le Maire, c'est que lui-même il apporte quelque chose, lui-même il existe. Au Togo, le ministre dit que je fais ça sous l'instruction. Et le Premier ministre même dit que je fais ça sur haute instruction. Lui va encore plus haut. Ça veut dire que le Premier ministre dit je fais ça sur la haute instruction du chef de l'État. Ça veut dire que lui-même, il n'a rien. Il ne propose rien. Il n'existe pas. Je ne suis pas sûr qu'il n'a rien. Ne restons pas aussi dans l'exagération. Mais moi, tu sais, je reviens sur la conception de l'État. Et je crois que ça, c'est une des choses sur lesquelles il faut... Non, parce que tu sais, tout part de là. Quand on voit les grandes nations, ceux qui se consultent, l'idéal qu'on dit. Est-ce quel est l'idéal qu'on a? Non. Voilà. Quel est l'idéal togolais? Il n'y en a pas. C'est quoi le rêve togolais? Il n'y en a pas. Tu comprends? C'est un peu de tout ça. Il faut qu'on... Ça part du... On part de la base et on crée tout ça. Vous minimisez votre pays comme ça? Non, je ne le minimise pas. Tu sais c'est quoi? Je t'explique par exemple pour le consultant et consorts. Le consultant, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu un business. C'est-à-dire, je suis ministre, on connaît des ministres ou des directeurs. Je dis, j'ai un ami qui est quelque part à Niamey, je lui dis, je l'appelle, il va venir consulter, tu comprends? Et puis il prend sa part, et on se partage, après derrière la boutique, on se retrouve, on se partage les commissions. On sait que ça existe, une manière de dépenser aussi pour certains ministères. On le comprend. On sait aussi que les experts aussi ou les consultants peuvent venir et apporter de la matière. On ne dit pas que tout ce qu'ils font est mauvais. Ils apportent leur expertise. Mais nous disons que ça devient... Voilà. Au Togo, c'est comme si dans tous les secteurs, on ne connaît rien. Et qu'à chaque fois, il faut qu'on amène... Et puis, c'est un aveu d'impuissance. Quand vous dirigez un pays pendant 50 ans, et qu'après 50 ans, c'est les experts qui viennent vous apprendre, c'est triste. Merci beaucoup, messieurs. Abi Alpha, Tchaniawa Remiaou, Loïc Lawson, Fabrice Péchesi, Ferdinand Haïté. On marque la pause et on se retrouve juste après dans une quinzaine de minutes. Taxi Presse avec Abi Alpha, Fabrice Péchesi, Ferdinand Haïté, Loïc Lawson et Tchaniawa Remiaou. On va passer à un autre sujet rapidement. Ferdinand, ce matin, vous titrez sur les rues du port autonome de Lomé. Un désastre qui, pour vous, révolte sérieusement les opérateurs économiques. Oui, tout à fait. Je crois qu'il suffit de faire un tour aujourd'hui au port autonome de Lomé pour voir l'état des rues de ce joyau-là, ce qu'on appelle chez nous le poumon de l'économie nationale. Si vous avez le poumon de l'économie nationale, il n'y a pas les rues pour évacuer les marchandises. Il y a un gros souci. Donc aujourd'hui, les transporteurs sont très en colère parce qu'à chaque fois qu'il pleut, pour sortir les conteneurs, les camions se renversent avec les marchandises. Donc c'est des pertes énormes à gagner. Il y a des retards qui s'accumulent. Et quand il y a accumulation de retard au port, c'est que ça veut dire qu'il y a pénalité sur les conteneurs à dépoter et tout ça. Et la dernière fois, c'était le mercredi, je crois, ils ont fait un mouvement d'humeur au port toute la journée, ils ont bloqué les activités parce que ils acheminaient des conteneurs vers le scanner et la rue qui desservait le scanner n'était pas vraiment, était impraticable et les conteneurs se sont renversés. Donc ils ont fait des mouvements d'humeur jusqu'à ce que, et ce n'est qu'autour de 17 h que la direction du port a fait venir un engin pour, avec du sable pour remblayer un peu certaines rues. Donc la question qu'on se pose est de savoir comment est-ce qu'une institution comme celle-là, qui génère beaucoup d'argent, c'est vrai qu'on a vendu tous les secteurs juteux du port aux étrangers. Ça aussi c'est un autre problème pour nous les Togolais que nous devons soulever parce qu'on a vendu tous les secteurs juteux du port aux étrangers. Jusqu'à la capitainerie, ils ont tout vendu. Donc, et ces gens... Comment vendu? Ils ont concédé cela. Non, ils ont vendu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de... C'est concédé. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots qu'il faut. Ils ont bradé, ils ont vendu. Et il y a des gens derrière qui prennent les prébendes. Ils passent chez les DG, ils prennent leurs sous, ils mettent dans la poche. Du coup, il n'y a plus d'argent pour investir dans l'assainissement, l'infrastructure du port. Vous avez déjà vu les parcs, pour ceux qui vont acheter les voitures, vous avez vu dans quel état les parcs sont. Quand il pleut, vous êtes dans l'eau. Depuis le Grand Moulin, toute la zone jusqu'à la zone portuaire, il n'y a pas... Vous ne pouvez pas imaginer que c'est le port qui génère de l'argent où il n'y a pas d'investissement dans les rues. Donc, on a soulevé ce sujet-là pour que, bon, il y a un directeur du port qui est là, qui fait 10 ans. C'est le plus grand cumulat de la République. Tous les secteurs dans lesquels il est, c'est la catastrophe. Il est maire de Lomé. Il est président du conseil d'administration de Sotral. Sotral qui est totalement en difficulté. Il est président du conseil d'administration de CHU Tokwe. En difficulté. CHU des Chinois. En difficulté. Il est au port. C'est la catastrophe. C'est le contre-amiral, donc il est là, il a aussi son protecteur, sa protectrice.
qui fait que bon, on ne le dégage pas. Et tout ce secteur-là est aujourd'hui totalement dans le désastre. Très bien, oui. Loïc. Non, mais en tout cas, les images, en tout cas, les routes au sein de l'enceinte. Le problème, c'est dans l'enceinte du port même. Il faut le préciser, c'est dans l'enceinte du port. Je crois qu'il y a depuis un certain temps, et les gens ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, en tout cas la presse, et rien n'a été fait. Et dire que jusqu'à ce jour, il y a encore saigné des poules, je ne sais pas quand dans ces photos. C'est des photos récentes. Dans l'enceinte du port, et pour ceux qui ont eu à rouler dedans, moi j'ai eu le malheur de rouler dedans, je sais ce que c'est. Mais tu n'en reviens pas. Et on te dit que c'est le poumon de l'économie. Entre-temps, j'ai appris qu'il y avait un projet sur lequel, d'un financement, je ne sais pas, de la boîte ou de la BIDC, je ne sais plus qui, pour essayer d'arranger tout ça. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Je sais que c'est un projet aussi bloqué. Mais tout juste pour dire que les importateurs qui viennent des pays du Sahel, je les ai vus plusieurs fois gronder parce qu'il s'agit d'eux. Ce sont eux qui rentrent dans l'enceinte du port pour être chargés et les camions se retrouvent renversés dans l'enceinte du port. Ils ont grogné plusieurs fois pour dire bah, écoutez, si c'est ça, nous on va aller ailleurs. Et la preuve, beaucoup sont allés ailleurs. Et c'est malheureux pour notre économie. Alors, comment est-ce qu'il faudra gérer finalement cette situation au niveau du port autonome de Lomé? On a dit c'est le poumon de notre économie. Tchaniao. Non, bon, je crois que, vous savez, parfois il y a la routine qui tue le développement. Et nous n'allons pas rentrer dans les détails pour parler, puisque nous-mêmes, nous avons été agents du port. Aujourd'hui, nous donnons une petite pause et on observe de loin. Et quand vous parlez de la voirie intérieure du port, c'est tout triste. Vous allez dans d'autres pays, vous voyez comment les rues au sein du port sont bien entretenues. Vous sentirez même être en pleine ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le temps d'Agbeyoumi Kodjo, c'est pas comme ça au port. Oui, bon, le temps d'Agbeyoumi Kodjo fut une époque. Et je vous dis que depuis ce temps jusqu'à ce jour aussi, c'est une autre réalité que le port vit. Au temps d'Agbeyoumi, nous avions la DOP, ce que nous appelons la direction des opérations portuaires. Et c'est de là que beaucoup d'entrées se font pour le port. Et lui, il a dit aujourd'hui qu'on a vendu pratiquement tout. Effectivement, la capitainerie vient d'être cédée. Et donc, pour toutes ces années, vous comprenez que dorénavant, le port se contente seulement de l'administration. Et là où on traite de l'argent, c'est pour les étrangers. Vous savez aussi, il y a un problème qui n'est jamais élucidé au Togolais. LCT. Lomé, conteneur, terminal. Oui, voilà, personne n'en parle. La presse ne sait rien. Ça n'a jamais été inauguré. Donc, je voudrais que les Togolais comprennent. Le port privé? Oui, mais écoutez, qui en a parlé depuis là? Est-ce que vous savez ce que c'est? Personne. Est-ce que vous savez qui tient ça? Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous avez vu un seul instant on a inauguré ou qu'on a lancé le démarrage des travaux? Donc au port, il y a une grosse... C'est-à-dire la mafia, c'est là-bas. Et quand quelqu'un a les faveurs ou certains avantages, il fait tout pour mettre les siens. Rappelez-vous, entre-temps, nous avions parlé de beaucoup de choses que je ne veux pas ramener. Il y a des gens qui créent des réseaux qui leur font de l'argent au détriment du peuple togolais. Effectivement, il y avait un projet pour refaire la voirie intérieure du port. Et la BOAD était derrière le financement qui est imminent. Mais depuis 2 ans, où ce projet a été lancé, je vous assure que c'est comment faire pour attribuer ce travail-là à qui va exercer le travail qui traîne et que jusqu'aujourd'hui le port avait entendu parler de Seco BTP, mais si Seco ne donne plus des assurances ou des avantages à certains, ils préfèrent brouiller les pistes pour que d'autres viennent prendre ce marché. Et c'est ça la difficulté au Togo. Et c'est par rapport à ça que je dis que j'ai pitié de nous les journalistes, puisque nous venons dénoncer des faits qui sont réels, qui sont connus par les autorités, qui ne font jamais... On s'en fout, c'est ça. On s'en fout. Voilà. Et je vous assure, aujourd'hui, si nous en parlons, c'est tout simplement parce que les gens connaissent des dossiers, ils savent ce qu'il faut faire pour que la voirie soit aménagée, mais ils ne le font pas. Tout simplement parce qu'ils veulent voir qui est celui qui nous donne plus d'avantages, qui nous fera plus manger, qui fera tant. Et c'est pourquoi ça traîne jusqu'au Tout à l'heure, on va parler du braquage des officiers des forces armées togolaises. Le sujet a été évoqué plusieurs fois par la presse cette semaine. Oui, Abi Alpha sur le port autonome de Lomé. Rassurez-vous. Quand tu es, c'est pas parce que je suis né dans les montagnes, on va parler du port, toi aussi. Tu vas sérieux là, Fabrice. Donc, j'allais dire que quand tu as
arrives nouvellement au Togo et que tu veux prendre l'atmosphère, tu veux prendre le pouls par rapport à comment le pays se porte sur le plan infrastructurel, va au port autonome de Lomé. Si tu as pu avoir l'image exacte de notre port, tu as l'image de l'infrastructure sur le plan national. Si tu ne vas pas au port, va à OTP, chose là où on extrait le phosphate, à Pemé, là où on le traite. Si tu vas dans les deux milieux, tu as l'image de ton pays. En tout cas, c'est le constat que je fais. Le port autonome, poumon de l'économie, en tout cas, c'est ça on nous a appris quand tu mets ça dans une bonne rédaction, quand on était à l'école, tu as une bonne note. Poumon de l'économie togolaise. Même si la rédaction est mauvaise. Mais actuellement, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Si les scandales ont diminué, c'est parce que les opérateurs ont déserté le port. C'est à chaque semaine qu'au moins un conteneur se renverse parce qu'un titan a chargé au quai et que pour sortir, faute d'une rue adéquate, l'engin se renverse. C'est-à-dire, si tu vois, tu recenses là-bas, de telle année en telle année, combien de titans sont tombés dans l'enceinte, dans la clôture du port, parce que la route n'est pas bonne, on te dira. On te dira. Si les officiels ne peuvent pas te dire, demande aux transporteurs. Ça, c'est un. Maintenant, et puis il faut dire que quand tu vas par exemple dans un milieu comme OTP, un seul exemple qui frappe, la piscine. Cette histoire a été construite au temps colonial. On a prévu une piscine, on a prévu un environnement, jardin, tout ça là, pour qu'au moins de temps en temps, le personnel se sente dans un milieu quand même récréatif, qu'il n'y a pas tout le temps le stress, tout le temps comme... Actuellement, cette piscine, c'est une poubelle. C'est là-bas qu'on met, c'est-à-dire, vous comprenez quoi? Et quand il pleut, ceux qui se servent de cette piscine, c'est les donnez-moi le nom. Les mouches? C'est les grenouilles qui sont les meilleures. Exactement. Donc, quand tu regardes certains aspects de notre bien public commun, tu te donnes une image et tu reviens à une conclusion, même si les gens ne veulent pas l'entendre. Je dis bien, je le redis, Faure Gnassingbé peut aller même faire toutes les magies en Inde. Il n'a aucun miracle pour son pays. Le seul miracle qu'il peut faire, c'est de partir. Quand il... s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire, actuellement, je ne dis pas que c'est lui. Je ne dis pas que c'est lui qui a fait. Mais il a hérité du pays au pire des moments. Et donc ça veut dire qu'il ne peut rien changer. Et il est venu plutôt, depuis 12 ans, vous n'avez vu aucun changement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais, s'il vous plaît, permettez que de domaine, il y a quand même des avancées. Mais c'est quoi avancer? Donne-moi un exemple. C'est quoi avancer? Vous allez dire les infrastructures. Vous allez dire les infrastructures. C'est aussi des infrastructures qu'on parle au port. Donc moi je pense que merci beaucoup, Abi Alpha. Un pays c'est un bien commun. Quand on ne peut pas, et le courage, c'est-à-dire il y a certains, deux mots seulement, tu vas devenir un héros, mais si les gens continuent, ça va vraiment être triste, quoi. Merci beaucoup, Abi Alpha. Vous pouvez prendre votre eau tranquillement. Oui, Fabrice, et on passe. Non, mais rapidement, pour ne pas perdre du temps, il faut dire que c'est une réalité autour du port optionnel, vraiment pas ça, les voies d'accès au port autonome, c'est vraiment compliqué, et quand on sait que c'est un domaine commercial, c'est vrai, c'est le poumon de l'économie, mais il faut dire que la question des infrastructures est un véritable cancer pour ce poumon-là, ce qui fait que ben oui, effectivement, il va falloir un 109 au niveau du corps, un vrai manager, Aujourd'hui, au niveau du corps, oui, le contre-amiral. Non, le contre-amiral, je crois que lui-même il est conscient de ses limites. Parce que lorsque moi j'ai eu la chance d'assister une fois à une conférence de presse au port où c'était lui qui dirigeait la conférence de presse, quand vous posez une question, il y avait quelque chose de curieux, il prend le téléphone, il appelle le spécialiste qui lui donne la réponse et puis il vous donne la réponse. Et donc vous comprenez que le monsieur est conscient de ses limites en ce qui concerne le management d'un port, parce qu'aujourd'hui il y a une réelle concurrence sur la côte, et si on ne trouve pas le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et tout cela, si on ne trouve pas vraiment un bon manager de la trame des gens comme on a eu à une époque d'Agbeome, ou qui a un peu fait quelque chose avec la construction même de la direction du bâtiment et les initiatives au niveau de Toblekop et tout cela. Il faut vous n'avez pas encore visité là-bas, Toblekop? Justement, et vous avez vu le terminal du Sahel. Le terminal du Sahel. Donc, vous avez vu qu'une ville même s'est créée autour. Donc
je crois qu'il faut avoir des gens qui ont des idées comme cela pour pouvoir faire pour appuyer, je me rappelle, parce que c'est Etienne Yao et puis Libéral qui en parle, le 14 juillet dernier, on était à l'ambassade de France, où je viens l'opérateur économique européen, qui court, qui voit Béomé, et puis qui court, qui l'approche, qui dit, oh, monsieur le ministre, que le port est foutu depuis que vous êtes parti. Je sais que je dis, je l'ai vécu, je l'ai vu. Français qui s'approche avec beaucoup de peine. Depuis votre départ, le port est parti. Essayez de voir si vous êtes conseiller du président. Parlez-lui, ça ne va pas. Et il lui demande, fais-moi un moment, il dit, ah ça je ne peux pas. Tu comprends? Donc c'est pour dire que ça ne va pas honnêtement. Et je ne sais pas qui dit quoi à Fort par rapport à ça. Fort Gnassingbé. Oui, non. Ça se dit Sarkozy, Nicolas et puis Macron. Ça se dit, si vous compliquez un peu les choses. Non, juste un peu de responsabilité. Pour dire que on doit faire changer les choses. Nous aimons notre pays. C'est pour ça que nous le disions. Ça ne va pas. L'autre question du LCT que mon ami Tchanyao a touché. Bon Dieu, allez-y voir. C'est une autre mafia. Ça, vous ne pouvez pas toucher. Et les conscients à qui on a concédé certaines, la manutention se plaignent parce qu'il y a eu un contrat en bonne fois entre l'État togolais et ceux à qui on a donné manutention. Et puis vous venez créer ça. Et il n'arrive pas à parler. Mais Bolloré est en colère. Et Bolloré a le droit d'être en colère parce que vous lui avez cédé la manutention. Il ne sait pas, par un tour de passe-passe, vous créez un autre truc. Personne n'en parle. Et personne ne sait qui est derrière ça. On a juste vu ça sortir un matin. Et puis c'est fini. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il paye mieux que Bolloré. Oui, ils ont plus l'argent. C'est pour dire que, honnêtement, on doit faire l'effort de partager la richesse dans ce pays aussi. Ah oui, ça c'est le salaire, les agents qui prennent 500 000 là-bas, au Sénégal, les mêmes agents prennent 1 500 000 pour le même travail. Ok, je viens. Mais faisons l'effort. C'est les conducteurs des engins lourds. Certains engins sont trop compliqués à conduire. C'est un exemple. C'est qu'on fasse l'effort que la richesse soit partagée. Bien, dans ce pays. On va aborder notre sujet. Excusez-moi. Moi, je dis juste que il faut qu'on revienne à ce que les gens appellent le patriotisme économique. Je pense que tout ce qui se fait au port là-bas, des opérateurs économiques togolais peuvent le faire. Les concessions qu'on donne aux Blancs, et les Blancs rapatrient l'argent, et ils sortent avec l'argent, après ils viennent nous glisser des miettes. Je vois Bolloré qui est en train de construire une salle de cinéma à Hankopé à 281 millions. Le contrat a été signé à Paris le 1er avril, 281 millions pour construire. Un simple Togolais peut le faire. Pour construire une salle de cinéma. Les Togolais ont eu plein de salles de cinéma ici qui coûtent plus cher que ça. Donc il faut qu'à un moment donné, nous essayons, ceux qui dirigent ce pays aient l'amour de la patrie et qui remettent les richesses dans les mains des Togolais plutôt que de les donner aux étrangers. D'accord, vous prenez aussi la fermeture de nos frontières à peu près. Ça. Non, c'est pas ça, je ne suis pas Marine Le Pen. Ah oui, mais c'est le sentiment que vous voulez dégager tout à l'heure. On va aborder un autre sujet, le braquage des officiers des forces armées togolaises. La presse en a parlé abondamment cette semaine. Abi Alpha, c'est vous qui avez lancé le débat, puisque hier, dans votre parution, j'ai eu le temps de parcourir votre article. C'était long, mais ça a eu quand même le mérite de comprendre certaines choses. À un moment donné, je me demandais où est-ce que vous avez eu ces informations avec les détails près. Ce qui rassure, c'est que l'officier qui a été atteint, Ouro Bangna, il s'en remet, puisqu'il a suivi une opération. Tout va bien. Dites-nous, comment ça s'est passé à Johannesburg, comme si vous y étiez? Bon, tu sais, par rapport à ma source d'information, toi-même tu sais mieux que moi que je peux tout te donner, je ne pourrais pas te donner. Même si tu dis ma femme, je peux te céder, mais ma source d'information, je ne te dirai pas où est-ce que j'ai eu l'information. Tu sais, le mercredi, exactement, le mercredi surpassé, ça s'est passé le mercredi surpassé. Disons, dans la nuit du mardi au mercredi surpassé, donc les gens sont réveillés avec cette triste nouvelle. La présidence était très remontée. Il a appelé l'Afrique du Sud pour mettre la santé, la vie de ces officiers dans la main des autorités sud-africaines. Il a engueulé l'ATA au niveau de l'aviation civile, ceux dont il estime qu'ils n'ont pas joué leur rôle ici pour que ça advienne là-bas. Ça n'a pas été facile pour eux. Donc très vite les dispositions ont été prises. Les premières personnes sont parties. Quand ils sont arrivés à l'aéroport là-bas, ils ont été escortés. C'est-à-dire exactement au chevet des malades. Le colonel Panassa a reçu un coup de crosse sur le front. Ça a fendillé, ça a blessé aussi une partie de
de son... Non, n'oubliez pas que quand vous arrivez dans le territoire de quelqu'un, vous ne tenez pas vos armes. Donc être un colonel, c'est une chose. C'est l'arme qui fait la différence. Non, ça c'est clair. Qui ne sait pas ça? Entre nous et les militaires, c'est l'arme. Mais qui ne sait pas ça? Non, quand même. Qui ne sait pas ça? Même partout. Surtout les soldats qu'on recrute maintenant là. Tu vas voir une femme qui peut maîtriser 2 personnes. Donc moi je dis que ça s'est passé. Ils sont arrivés contrairement aux premières informations. Une voiture du service, c'est-à-dire de la société qui les visite, est venue les chercher avec à bord le chauffeur plus un chef protocole. Donc ils ont pris la direction. Ils allaient à l'hôtel pour que le lendemain ils aillent voir la société. C'était pour l'achat du matériel militaire dans le cadre de l'équipement logistique afin de répondre aux besoins en Afrique centrale. C'était ça par rapport à l'ONU. Donc vous savez mieux que moi que depuis un bon moment, le Togo, pour cacher la gestion, s'il vous plaît, pour cacher la gestion scabreuse du pays, est devenu le meilleur élève des services demandés par l'ONU. Ça fait partie même des aspects qui font qu'on oublie aussi le désordre qui se fait ici. Donc, ils sont là-bas pour ça. Ils tenaient leur mallette. Combien il y avait dans les mallettes, personne ne pourra jamais vous le dire. Ça va toujours rester un secret. Mais forcément, ils tenaient minimum de l'argent dedans. Et ils ont pris la voie normale, le boulevard qui allait avec tout le monde. Mais sauf que depuis l'aviation, ils sont suivis par une autre voiture. Et arrivé à un moment donné, on ne sait pas pour quelle raison ils laissent le boulevard principal. Ils prennent une bifurcation. Est-ce que c'est un raccourci? Est-ce que c'est un raccourci qui va vite les amener à l'hôtel? Est-ce que c'était un raccourci pour des fins bien données? Ils ont pris une autre bifurcation. Ils arrivent à un niveau où c'était devenu un labyrinthe. De ce côté, un ravin plein d'eau. De l'autre côté, un chantier inachevé. Donc, juste un petit... Et c'est là que la voiture des braqueurs a fait un dépassement impossible. Arrivé devant eux, il se met en travers, il saute avec des armes et il les maîtrise. Tous 5, nos officiers, ils ont même été déshabillés de ce qu'ils portent comme veste. Ah bon? Et puis là où c'est encore suspect, c'est que au-delà du fait qu'ils ont pris les mallettes et autres, c'est-à-dire tout ce qui est tombé du genre... c'est-à-dire tout ce qui est tombé, même en prenant sur eux les vestes, ça pousse à faire quoi qu'au-delà de l'argent que les gens ont pris, c'est qu'on cherche aussi l'information. Parce qu'à un moment donné, ils avaient les armes braquées sur eux et ils torchaient au sol pour regarder, pour ramasser les petits trucs qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on cherche en ce moment-là? Donc, c'est dans ces conditions qu'ils ont débraqué. Et triste encore, pour partir, ils sont partis avec la clé de la voiture qui a été braquée. Donc, ils sont là-bas, ils ne pouvaient pas se déplacer parce que la voiture ne peut pas bouger. Et c'est le premier passant qui est venu les secourir, les amener à l'hôpital et il y a eu une opération réussie. Le colonel a reçu 2 balles. L'opération, ça n'a pas été facile. Il est arrivé très fatigué, il demandait à boire. Les médecins ont interdit qu'on le donne à boire. Heureusement, si c'était un accident qui est arrivé chez nous ici, c'est la mort. Bon, Dieu merci, c'est sous d'autres cieux. Maintenant, nous avons posé beaucoup de questions. Pourquoi des gens qui dans la mer de Quénon se trouvent ici, puis peuvent se déplacer ailleurs comme ça d'une façon aussi hasardeuse? Pourquoi ça arrive à ce moment où beaucoup d'informations circulent par rapport au colonel qui a trop duré là-bas? C'est-à-dire quand tu poses beaucoup de questions, tu te dis que c'est trop facile pour être... Ferdinand, vous l'avez écrit mardi que c'est une attaque suspecte. Hein? Oui, moi je veux juste dire que d'abord, un pays qui est légal, qui n'a pas d'embargo, achète les armes légalement. C'est-à-dire que transfert de banque à banque, parce que vous n'êtes pas sous embargo, vous achetez les armes légalement. Mais si vous transportez de l'argent en liquidité pour aller acheter des armes, c'est qu'il y a quelque chose de flou. C'est qu'il y a quelque chose de flou. Même si c'est pour aller en Centrafrique ou à l'ONU, c'est qu'il y a quelque chose de flou qui est dans cette histoire-là. On ne peut pas transporter de l'argent liquide, autant d'argent pour aller acheter des armes dans un pays où le pays n'est pas sous embargo. Le pays n'est pas sous embargo et donc si l'ONU, parce qu'en réalité, l'ONU n'achète pas les armes pour les pays qui vont dans des missions. L'ONU loue le matériel. C'est-à-dire que l'ONU vous demande
il y a une mission au Mali, il y a une mission en Côte d'Ivoire, nous avons besoin de 1000 personnes. Est-ce que vous avez le matériel pour 1000 personnes? Donc l'ONU loue les hommes et le matériel. C'est comme ça que ça se passe. Au niveau des États? Oui, c'est comme ça. L'ONU loue les hommes et le matériel. C'est-à-dire qu'un soldat, par exemple, à l'ONU est payé $100 par jour. Le char est payé loué à $200 par jour. Le fusil est loué à tel par jour. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, cet argent-là, c'est pour ça que les militaires sont rentrés dans ce business. Parce que depuis, tous les officiers togolais sont dans le business de l'ONU. Parce qu'ils louent ce matériel, l'argent ne rentre pas au trésor. Normalement, l'argent devait rentrer au trésor. L'argent va où? L'argent va dans leur poche. Ils ont des comptes parallèles. Vous avez vu plein de soldats qui sont rentrés dans l'émission qui se plaignent que quand on le paye, les patrons coupent une partie. Avant de t'envoyer, c'est la condition. Oui, parce que le matériel que le Togo envoie pour aller faire la paix ailleurs, c'est le matériel acheté par l'argent de l'État togolais. Oui, donc si on loue ça à l'ONU, l'argent doit revenir à l'État togolais. L'argent revient. Oui, mais l'argent revient aux soldats. L'argent revient aux soldats. À l'état-major, ils se partagent. Ça ne va pas au trésor. Parce que si ces engins se tombent en panne, c'est l'État qui les repart. Donc, si on dit que bon, ils sont allés pour acheter des armes pour le compte de l'ONU, peut-être que c'est vrai, mais ça, donc ça veut dire que l'opération n'est pas... Depuis, il n'y a pas eu de communication officielle. Oui, il n'en aura pas, parce que c'est beaucoup d'argent qui a disparu. C'est vous qui dites que c'est pour aller acheter des armes. La presse qui le dit. Oui, mais parce qu'on a recoupé nos informations, on est allé aux sources d'information. Mais écoutez, s'ils ne veulent pas donner une information officielle, nous on a nos sources d'information. Vous voyez. Et donc il y a beaucoup d'argent qui a disparu. Et comment est-ce qu'ils ont pu transporter autant d'argent? Qui a su qu'ils avaient de l'argent avec eux? Ça veut dire que c'est des gens avec qui ils traitaient depuis. Parce que l'Afrique du Sud est le pays qui vend beaucoup plus d'armes en Afrique. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Les gens savent qu'ils venaient avec de l'argent. Et il y a certainement des fuites. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec les billets de $500 et 500 €, pour avoir 1 milliard, c'est rien du tout. 2 milliards, c'est rien du tout dans une mallette. C'est pour ça que la Banque européenne veut retirer les 500 € de la circulation d'ici la fin de l'année prochaine parce que ça facilite les trafics de drogue et tout ça. Bien. Et donc, moi, je pense que cette histoire-là, c'est pas vraiment clair. Tchanyawa Rémia, vous voulez aussi placer mon sur cette affaire-là? Un petit peu bizarre. Bon, moi, je crois qu'il faut d'abord relever le fait que l'Afrique du Sud doit être, selon les statistiques, le 3e pays où la criminalité a atteint un seuil. Et si on veut remonter un peu, on peut conclure aussi que ce n'est pas la première sortie de ce genre de notre armée. Peut-être le colonel Ouro, il est à la DS, il a eu plusieurs fois à faire des voyages. Parfois, vous l'appelez, il dit je suis aux États-Unis, parfois c'est en France, parfois ils sont au Nigeria, parfois, bon, c'est les armées. C'est vrai qu'il est très très riche. Non, bon, comment vous pouvez évaluer la richesse de quelqu'un? Oui, mais c'est l'officier le plus riche des forces armées togolaises. Bon, de toute la façon, c'est le général Nabédé. Non, écoutez, Fabrice, moi je suis journaliste. Fabrice, écoutez, il faut que nous soyons, il ne faut pas jouer de la comédie. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas au rang du colonel Ouro. Et quand vous sortez à Lomé, moi j'évalue la richesse des gens dans leur comportement. Il y a des gens qui mènent une vie insolente dans ce pays. Vous tournez à Nyekonakwe, à Kodjovia, partout, vous voyez les belles maisons, quand vous demandez, on vous dit c'est lui. Ah, comme le colonel Ouro, s'il est riche, je ne le sais pas. Ben, c'est quelqu'un qui est modeste. Il y a des gens qui sont riches, qui s'exposent, et il y en a qui sont riches, et on ne le sait pas. Mais par rapport à lui, je n'en sais pas trop. Mais c'est que ça donne raison à ce que Abi Alpha disait. Quand vous lisez le journal d'Abi Alpha, vous pouvez penser que ce que Fabrice dit fait partie des possibles éléments. Puisque quand quelqu'un dit qu'il est le plus riche des officiers du Togo. Ça se dit il y a longtemps. Oui, mais moi je ne l'ai jamais entendu. Mais si les gens le disent, et qu'il est le plus riche des officiers. Ça dépend du alors que ça dépend du c'est l'intention. De poste qu'il occupe. Oui, mais même lui, tous ceux qui ont été intendants, même seulement dans le général Belei a été pendant longtemps intendant. Oui. Et ça veut dire qu'il était riche. Attendez, le problème c'est quoi? Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, il y a 2 hypothèses. Si vous êtes enquêteur, on vous confie l'enquête. Soit quelqu'un les a filés, ou alors la seconde hypothèse, surtout quand vous ne mourrez pas, on peut dire que vous pouvez aussi organiser votre braquage. Ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la liquidité ne se transporte plus. Et ça me surprend pour une mission officielle.
on ne peut pas transporter l'argent dans les mallettes. C'est ce qu'on reprochait. Mais ce que je voulais dire. Reprochait aux commerçants à qui. Oui, et là, le braquage là aussi était suspect. Oui. C'est-à-dire, on vous dit non, vous ne devez pas transporter la liquidité comme cela. Et puis, bon, par enchantement, après, il y a un braquage, une façon pour vous dire que voilà, on vous avait dit, vous n'avez pas compris. Et donc, aujourd'hui, la situation, c'est un peu. Si vraiment on sait effectivement combien il y a dans la mallette, mais si l'argent qui devait servir à la mission ou à l'achat du matériel est dans une mallette, c'est déjà suspect. Bien, mais je crois qu'il faut que nous allions un peu droit dans le réalisme. À l'heure où nous sommes à ce plateau, personne ne sait que les gens tenaient des mallettes et que ces mallettes contenaient de l'argent. Ça, c'est le travail des journalistes. Parce que quand vous appelez l'armée tout à l'heure, l'état-major ne vous dit pas qu'on a tenu des mallettes. Oui. Et si on tient des mallettes, il n'y a aucune communication. Il n'y a aucune communication autour, jusqu'à ce jour. Donc ce que nous disons, c'est des supputations. Oui. Et ces supputations... Vous ça l'Afrique du Sud. Non, écoutez. Ça l'Afrique du Sud. Si c'est purement... Mais je vous donne un exemple. Les gens là ne vont pas... Non, il y a un député... Même quand on vous retire tout, parfois, ce qu'on appelle les portraits robots, c'est-à-dire les interrogations. On peut avoir, écoutez, dans une situation pareille, il y a plusieurs Togolais, il y a plusieurs Togolais qui ont connu les mêmes sorts. En Afrique du Sud seulement, ils ne sont pas à un seuil où on en parle. Je connais un député de Sotouboua qui a atterri à l'aéroport de Djobou et qui s'est retrouvé avec 0 francs parce qu'on l'a braqué, on lui a tout retiré. Ah bon? Il a fallu qu'il appelle au pays ici pour qu'on lui envoie des miettes. On lui a pris tout, mais je ne vais pas donner le nom. J'ai dit un député de Sotouboua qui est encore là à l'Assemblée aujourd'hui, qui peut témoigner. Donc moi je voudrais dire... Ça dépend de l'interlocuteur et de ce qu'on va faire. Par exemple, il y a une année, le ministre Lorenzo, il était ministre du Commerce. Il s'est retrouvé dans une merde, dans un truc en France où il a été totalement dépouillé. Je ne sais pas si vous avez appris cette histoire. Dans un village en France, on l'a dépouillé de tout. Il est resté dans le village, mais il était ministre en fonction. Parce qu'ils sont allés pour faire business bidon. Et les gens l'ont attiré dans un traquenard. Oui, les gens l'ont attiré dans un traquenard. Ils l'ont dépouillé de tout. Donc, ça veut dire quoi? Nos officiels, quand ils vont dans ce genre de choses, il faut qu'ils sachent avec qui. Avec qui ils traitent, qui sont ces gens-là. Parce que les officiers qui rentrent dans un pays étranger, doivent savoir quand même qui sont ceux qui viennent les chercher, avec qui ils traitent. Est-ce que l'argent qu'ils prennent là, est-ce que c'est sécurisant même pour eux-mêmes? Quel est l'objet de la mission? Est-ce que c'est la première fois qu'ils se rendent là-bas? Non, c'est clair qu'ils y vont souvent, mais alors, il faut quand même que... Il y a un élément intriguant, on ne transporte pas de la liquidité. Oui, mais reste à savoir s'ils l'ont fait. C'est la question qu'on se pose. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que vous pensez que d'un avion, est-ce que les gens peuvent embarquer de l'argent? S'ils ont une mission officielle avec un passe-droit diplomatique. Donc peut-être que c'est ce qu'ils font d'habitude. Mais ce que je suis en train de comprendre, c'est nous qui disons ici, ben, il n'était pas seul. Parce qu'en dehors de l'officier, il avait été... Il y a un colonel qui est en fonction de la présidence qui est de la délégation, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a dû avoir certainement une mission donc ce n'est pas un fait au colonel Ouro, mais c'est ce qui se fait d'habitude. L'argent. Mais c'est une imprudence. Et puis le fait, l'autre aspect beaucoup suspect aussi, c'est que l'opération est finie. C'est au moment où les braqueurs se donnaient la consigne pour lever l'encre qu'ils ont tiré sur le colonel Ouro. Sinon, l'opération n'a suspect. Voilà des faits qui... Tout est terminé, ils veulent partir. Ils ont pris tout. Ils veulent partir, ils sont les trois officiers n'ont pas résisté. C'est pour pas dire qu'ils ont descendu le colonel Ouro. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui ouvrent la voie à toutes les pistes, à moins que l'état-major défende. Et puis, au départ, c'est le chef d'état-major même qui devait aller à cette mission. C'est à la dernière minute qu'il a... Oui, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de pistes qui font que la situation va durer si les gens ne veulent pas communiquer. En tout cas, nous, ce que nous avons donné, c'est ça notre information. On va continuer le débat et parler maintenant politique un petit peu avec Tikpi Achadam du PNP. Et d'ailleurs, depuis quelques jours, la presse en parle. Abdillah, vous en avez parlé dans votre journal de rendez-vous hier. Fabrice, ce matin aussi, vous en avez parlé un petit peu, mais un petit peu en comparaison avec l'autre député, enfin le député de Tchaoudjo, de l'ANC, Ouro Akbo. Est-ce que Tikpi Achadam est en passe de lui ravir finalement la vedette? Oui, ben avec le meeting mémorable. J'ai dit mémorable parce que quand vous voyez les images, c'est impressionnant. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un leader de l'opposition à part celui de l'IFC, aujourd'hui l'ANC. Depuis les années 90 où le PDR de Zarif Ouaeva faisait la pluie et le beau temps, et ça fait longtemps qu'on n'a plus vu
un leader qui sort quand même de ce carré-là, mobiliser autant de monde. Alors donc, Tikpi Achadam, c'est vrai qu'il fait parler de lui ces derniers temps, on l'entend beaucoup. Au départ, on pensait à un plaisantin, mais les images de la dernière fois montrent que, d'abord, quand il revenait de l'aéroport, il y a eu un mouvement pour aller l'accueillir. Généralement, ça se fait seulement soit avec le chef de l'État ou alors le leader de l'opposition. On a vu cela avec les gens du CAR également. Et donc, du coup, vous savez, Sokodé, c'est une ville un peu atypique politiquement où rien n'est gagné d'avance. Et pratiquement tous les partis pouvoir comme opposition se partagent les sièges dans cette localité. Et le pouvoir a son électorat. Et bon, quand vous prenez les gens du pouvoir là-bas, avec en avant des gens comme Foli, Bazi et Sofa, et puis plein de cadres dans l'administration qui marchent pratiquement à unir. Mais du côté de l'opposition également a son électorat. Et vous avez vu que quand on prend les 2 dernières élections, c'est l'ANC, pratiquement, que ce soit les législatives ou à la présidentielle, qui est arrivé en 2e position, qui se comporte comme la seconde force politique à Sokodé après le parti UNIR. Alors, aujourd'hui, on voit quelqu'un comme Tikpi Achadam, qui n'est pas de l'ANC, mais qui est de l'opposition, monter également. Une chose est sûre, le pouvoir a son électorat, l'opposition a le sien également. Si aujourd'hui Tikpi Achadam monte, nous, notre analyse, c'est que ça devrait inquiéter les autres partis de l'opposition, notamment surtout l'ANC qui avait une certaine avance grâce à un certain Ouro Akpo-Tchaniaho qui a une certaine popularité également là-bas. Alors donc, on se dit que pour les prochaines échéances électorales, il y a de fortes chances qu'il y ait un bras de fer entre Tikpi Achadam et Ouro Akpo-Tchaniaho en ce qui concerne l'électorat qui est favorable à l'opposition à Sokodé. Loïc, Tikpi Achadam tisse sa toile. Est-ce qu'il est l'alternative aujourd'hui? Justement, tu sais, on a évité le mot alternative parce que justement, et sans te mentir, le premier titre en conseil de rédaction, c'était l'alternative en interrogation. Alors, le débat était houleux au sein de la rédaction. Et on a dû revenir l'article pour du nom. Le droit d'auteur. Que plutôt il tisse sa toile. Parce que on ne peut pas être une alternative en se contentant beaucoup plus de son ethnie ou de sa communauté. Parce que moi, quand j'observe, je vois que le monsieur, il a de la vision, le monsieur, il est dense, il est pertinent, ça on ne peut pas le lui reprocher. Mais ce que je lui reproche, ou ce que je trouve un peu qui ne cloche pas, c'est que je sens beaucoup plus les gens de sa communauté. Vous l'avez écouté hier sur les antennes. Je l'ai écouté. Il s'est expliqué sur ce sujet. Sur ce sujet. Je l'ai écouté. Et donc, j'ose croire que ce qu'il a dit, bon, est vrai et vérifié. Maintenant, moi, je veux le voir, parce qu'un parti politique, ça dépasse. Et pour moi, le seul, comment vous appelez, la partie centrale, ouais, la communauté. Je veux le voir aller au fond du Togo, à Dapaon, à Kara, à Anéro. Et autant qu'il a tenté de meeting à Mango, ça n'a pas pris. Il était à Kara, ça s'est compliqué. Parce que le monsieur, effectivement, il peut être une alternative. Il peut en ce moment. Mais je sens déjà des coups qui commencent à venir. Au niveau de ce qu'il gêne. Ce qu'il gêne aujourd'hui le plus, c'est pas le pouvoir, c'est l'ANC. Et là, on était en pleine mission, quelqu'un déjà m'a balancé un truc qu'on vient de mettre sur les réseaux sociaux pour faire commencer à faire croire aux Togolais c'est un vendu, où il trouve l'argent, c'est le pouvoir. Et ça, quand tu vois le truc, tu sens d'emblée que ça vient du parti de l'opposition qu'il peut gêner. Parce que les gens doivent comprendre que autant en France, un Macron a fait la différence, autant au Togo, ça doit être quelqu'un. Et ils ont fait eux leurs preuves, ils ont été à des élections, ils n'ont pas pu. Il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais. Que ce soit Achadam, que ce soit je ne sais qui d'autre, moi l'essentiel c'est qu'il faut quelqu'un qui a une carrure et comme dit l'autre, un vrai grand citoyen d'État. Quelqu'un qui a une vision, un idéal pour le Togo comme je dis. Il faut ça. Quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle la nomenclature de l'État. Quelqu'un qui peut nous amener les choses à se changer, à changer. Moi c'est ce que je veux. Quelqu'un qui a de l'autorité. C'est ça on veut au Togo parce que sans ça... D'accord. Merci beaucoup Loïc. Ferdinand maintenant. Oui. Moi, je crois que d'abord, Achadam, je le connais très bien depuis des années. Ça fait déjà peut-être 12 ans ou plus que je le connais. C'est pas un novice en politique, même si entre-temps, il s'est retiré pour aller se perfectionner dans ses études et de revenir. C'est quelqu'un qui a de la méthode, qui est rigoureux dans ses idées, qui sait où il va. C'est vrai que quand vous êtes dans une situation comme la nôtre, où tout est statique, ou du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir, tout est bloqué
on n'avance pas. L'impression qu'on a, c'est comme les lignes ne bougent pas, on ne veut pas faire les réformes, on ne veut pas faire d'élections, et que un nouveau acteur surgit et qui commence par grappiller un peu les voix. Ça fait peur de tous les côtés. Ça fait peur du côté du pouvoir, ça fait peur du côté de l'opposition, parce que le statu quo arrangeait peut-être tout le monde. Et donc, moi, je pense que sa présence, son arrivée est une bonne chose. Ça va faire bouger les lignes, ça va faire bouger beaucoup de choses dans le pays. Maintenant, quand vous rentrez en politique et que vous gênez les gens, vous prenez les coups de tous les côtés. Du côté du pouvoir, on dira voilà ceci. Du côté de ceux qui étaient là avant, on dira aussi que voilà ce qui se passe. L'essentiel, c'est que il tient sa trajectoire, parce que quand il est venu, il avait déjà fait un front où il est sorti déçu, front Tchoué, ça a duré à peine 2 semaines, où il est sorti déçu, et il se construit sa trajectoire, et c'est à lui de se perfectionner, de savoir où il va. Mais je vous rappelle que généralement en Afrique, quoi qu'on dise... Mais en même temps, quand on écoute il y a beaucoup de prétentions là-dedans. Hein. On a envie de dire qu'il est un petit peu prétentieux. Dans la vie, il faut être prétentieux pour avancer. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Barack Obama a écrit un livre, il faut avoir de l'audace. Oui. Vous voyez, Macron, il faut avoir de l'audace. Sinon, il ne viendra pas dépasser tous ces gens-là. Vous voyez, donc, mais en Afrique, il faut quand même rappeler que, quoi qu'on dise, les partis politiques ou les leaders se basent d'abord sur leur communauté avant d'évoluer. Personne ne vous dira jamais en Afrique que le pouvoir oui, c'est-à-dire que dans les pays comme les nôtres, vous voyez, c'est nous Diallo, c'est le peuple qui constitue son grand électorat. Et puis après, il a d'autres personnes. Dans les pays où ce n'est pas l'ethnie qui prend le dessus, en Afrique, c'est parfois la religion. Quand vous allez au Sénégal, par exemple, les grands consignes électorales se donnent dans les mosquées selon les communautés, que ce soit Tidjane, Mouride et tout ça. Même dans les pays européens, il ne faut pas que les gens nous trompent, même dans les pays européens, quand vous étudiez la sociologie de l'électorat, on sait pour qui votent les vieux, pour qui votent les ouvriers, pour qui votent par exemple les Bretons par exemple, pour qui votent ceci. Donc tout ça, c'est on a eu la cartographie d'autres fois. Voilà. Et donc moi je pense que sa communauté avait besoin de plus longtemps d'un leader. Parce que n'oubliez pas que en 92, 91, 93, il y avait Djobo Boukari qui était la figure de proue de cette communauté-là. Et depuis, ils ont perdu Djobo Boukari. Aïva n'a pas été à la hauteur, Tchassona non plus. Je pense que le fait de le voir monter, la communauté s'est sentie concerné, Réagardi. Maintenant, c'est à lui d'aller au-delà de cet espace-là, de sortir parce que ce reproche, on le lui fera s'il ne se base que sur sa communauté. On dira oui, tu n'es que le parti de telle communauté, alors qu'un parti politique a vocation à être un parti national. Et lui-même étant un panafricaniste, parce que c'est cette émission-là qu'il animait depuis des années, il faisait des chroniques dans les journaux sur l'égyptologie et tout ça. Donc je pense que c'est quelqu'un qui en est conscient. Maintenant, quant à la polémique, qui lui donne l'argent, tout ça, c'est des histoires. Parce que en Afrique, les gens ne consomment pas que quand on a la volonté, on peut faire bouger les lignes. Nous, on était étudiants à l'université, on faisait le mouvement contre le régime Yadema. Les gens disaient que c'est l'opposition qui nous donnait de l'argent, mais personne ne nous a jamais donné de l'argent. C'est comme aujourd'hui, on est des journalistes, les gens disent que c'est l'opposition qui nous finance. Qui nous arrive à donner de l'argent pour supporter nos journaux? Est-ce que les gens savent combien on dépense chaque semaine pour sortir nos journaux? Et donc, ça, c'est des accusations qui vont sortir de part et d'autre, parce que les gens ne consomment pas qu'un monsieur comme ça peut se baser sur ses militants, avoir la volonté. Imaginez tous ceux qui vont dans ces meetings, si chacun cotise 1000 francs, ils peuvent tenir 1000 meetings. Je pense que ce monsieur, s'il avait beaucoup plus d'argent, il serait dans les meetings chaque semaine ou chaque jour dans les quartiers. Oui, Tchaniawa Remiao. Sur le cas Tikpi Achadam aujourd'hui, parce que la presse en parle. Oui, Tikpi Achadam, comme les uns les autres l'ont dit, c'est un ancien, un des anciens en politique. Moi, je le connais il y a au moins 20 ans. Et je le sentais, quand vous approchez Tikpi depuis ces années, vous sentez que c'est un jeune qui a la verve, qui a envie quand même de faire quelque chose pour ce pays. C'est vrai, à l'époque, les moyens avaient été impossibles, et puis avec son jeune âge, il a dû prendre du recul, et il a été même secrétaire général à la préfecture de Sokolé. C'était sa première... Sous Eric Padé. Sous Eric Padé. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un que très tôt on avait remarqué comme étant un grand politique, et qu'on avait commencé par utiliser, et puis lui-même, de lui-même il est reparti. Il est allé se former, et Ferdinand l'a dit tout à l'heure, il a poursuivi les études, et puis c'est un juriste
un juriste anthropologue aujourd'hui. Et donc, vous comprenez quelqu'un qui a étudié le droit et qui est allé étudier un peu de l'anthropologie. Ça veut beaucoup. Et ça veut dire que ça fait un tout qui lui permet quand même de comprendre la vie au niveau de la société. Ça lui fait, quand vous l'amenez au niveau de l'administration, il y a la matière. Quand il s'agit de parler des hommes, il maîtrise aussi le domaine. Et donc, quand on veut le limiter seulement à Tchaoudjo, je crois que les gens font des mauvais calculs. Moi, des indiscrétions... Est-ce que ce n'est pas la peur, finalement, qui amène à ce débat? En réalité, le sentiment à Tchadam, c'est que de tous côtés, on a peur d'Atchadam aujourd'hui. Atchadam fait peur, que ce soit au pouvoir, et c'est normal, et que ce soit au niveau de l'opposition, surtout dans le camp de l'opposition. Atchadam se fait aujourd'hui voir comme l'alternative, c'est lui. Puisqu'après tout, il n'y avait plus rien. Les gens n'avaient pas matière. Non, il y avait l'ANC. Non, mais l'ANC aujourd'hui doit être celui qui voudrait voir Atchadam le plus tomber, parce qu'il est en train de ravir la vedette à Atchadam. Quand même vous voyez la sortie européenne, à Fabre, excusez-moi, quand vous voyez la sortie européenne pas à Fabre pour l'instant. Non, mais écoute, pourquoi pas à Fabre, mais à l'ANC, je parle de l'ANC. Vous voulez... Non, pas à Ourako. Vous savez, les gens vont faire ce que vous dites là. Non, vous savez, moi, nous, on n'est pas politique. On n'est que journaliste, mais je crois que si les gens... On observe, oui. Et si les gens vont sur le terrain que Fabrice est en train de voler, les gens seront surpris. Moi, je crois que j'ai appris. Il ne faut pas les opposer. Il faut pas non, ouais, j'ai appris. Il ne faut pas créer des problèmes entre eux. Il faut que chacun fasse son travail. C'est tout. Donc, moi, je crois que... On n'a pas envie de poser qui que ce soit. Non, Fabrice, écoutez, ce que moi, je suis en train de dire... Je crois que Macron est sorti, on a dit qu'il va faire mal à quelqu'un. Non, les gens l'ont dit. Ouais, écoutez, Atchadam, aujourd'hui, Atchadam, le constat est là. Mais il n'a pas. Il est pas Sokode. Je ne voudrais pas. Non, vous allez voir. Mais il est allé à Kara, on l'a empêché de tenir des meetings. Oui, il peut. Ça veut dire que si on le laissait, on allait voir quelle est la valeur d'Atchadam sur ce terrain. Atchadam peut aller partout. Atchadam, ce n'est pas encore. Non. Son équivalent, ce n'est pas encore Fabre. Non, on le voit venir pour le moment. De toutes les façons, il vient. Je ne dis pas qu'il est. Il vient en force. Pour l'instant, il vient. Mais pour l'instant, ce n'est pas Fabre. L'essentiel, c'est le petit. L'essentiel, c'est que c'est le petit caillou qui va casser le gant. Je crois qu'on est d'accord. Parce que. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que Fabrice dit. Parce que quand Macron, le petit Macron, sorti de son gouvernement, il ne pouvait pas faire face à un Fillon ou un Sarkozy. On nous dira qu'on ne peut pas comparer les deux. Il a travaillé. Il est en train de faire le travail. C'est pour ça que je dis le travail. Mais aujourd'hui, à l'instant T, on ne peut pas comparer Atchadam à Fabre. Non, je dis, il est en train de lui ravir la vedette. Ce que je suis en train de dire, je vais conclure rapidement. Je vais conclure rapidement. Le constat est là. Et s'il n'y avait pas ce constat, je crois qu'on n'allait pas en débattre. S'il n'y avait pas un constat que Atchadam est en train de prendre une ascension fulgurante, au niveau des partis politiques, même le message que notre confrère Loïc vient de recevoir, tout ça n'allait pas exister. Il y a des gens qui ont créé des partis. On n'en fait pas débat, on n'en parle même pas, je ne vais pas citer. Et lui, voilà, il y a beaucoup de noms, il ne faut pas citer. Et donc moi je dis que les gens doivent prendre au sérieux la montée d'Atchadam. Et l'opposition notamment doit comprendre qu'aujourd'hui, si ceux qui sont de l'opposition, s'ils sont concrets, ils verront. Mais je ne voudrais pas effectivement que les gens essayent, et Loïc a bien vu en le disant, que les gens essayent de penser que Atchadam c'est seulement la communauté Kotokoli. Non, il est politicien, non. Oui, partout c'est comme ça, ça commence. Oui, c'est comme ça, ça commence. C'est comme ça qu'au Togo, on dit tel parti politique, son fief c'est où? On dit c'est ici. Je suis d'accord. Donc moi je crois que pour l'instant, comme tu... Le cas, les gens le disent, la zone. Tout le monde dit qu'il a sa zone. Et donc comme les gens ont leur zone, n'allons pas en besoin en tirant des conclusions. Mais les gens sont en train de faire une observation. Voilà. Ami Alpha. Je vais intervenir sur des aspects. D'abord sur le plan financier. Ici, on a vu dans le journal, je crois, le confrère La Lanterne, qui a publié il y a 4 ou 3 semaines qu'un baron RPT UNIR financerait Atchadam. Bon, moi, ça m'a fait rigoler, je n'ai pas pris ça au sérieux. Quelques jours après, je rencontre un officier proche de moi. Et c'est lui qui m'apostrophe, comme quoi il a vu dans un journal ceci, et j'ai dit non, c'est de la rigolade, de laisser passer. Je suis très proche d'Atchadam. Si vraiment il y a quelque chose comme ça, je vais avoir la primeur.
Et il me dit non, non, petit frère, c'est plus sérieux que ça. Qu'eux, ils sont encore en activité, mais c'est plus sérieux que ça. Et il me dit que les services de renseignement ont remonté la même information. J'ai dit alors là, que un baron finance à Chadam, les services de renseignement togolais, quand on dit deuxième bureau, de quoi on veut parler? C'est les services de renseignement. C'est comme ça qu'on les appelle? C'est ça le deuxième bureau. Donc, vous ne savez pas que c'est on appelle le deuxième bureau. Ils ont les différents trucs de renseignement, ils ont leurs termes techniques. Vous êtes du renseignement? Tu veux m'emmener, peut-être que ça va me permettre d'avoir les gros dossiers. Il y a une liste là. Donc, pour le moment, je ne suis pas encore dans cette liste là. Donc c'est pour vous dire que cette histoire de quelqu'un qui finance ce truc là, en tout cas pour le moment, Achadam a répondu à ma question, il dit que pour le moment il n'a pas encore vu quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui s'annonce, il n'a pas encore cogné à sa porte. Et ce vocabulaire, il est toujours existé. Même nos travaux qu'on fait, Ferdinand l'a effleuré un peu. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que c'est qui nous finance? Les enfants là, c'est le projet, ils prennent l'argent. Parfois même, tu as des parents chez toi dans la vestibule, ils peuvent te donner 5 francs parce qu'il dit que tu prends l'argent chez les opposants. Alors on parle si un jour un groupe à Favre a appelé à bien vous faire dire prends 500 000 qui sortent pour témoigner. Donc c'est pour vous dire que c'est inverse. Il y a des gens aussi qui pensent qu'il y a certains journalistes qui prennent l'argent auprès du pouvoir. Donc c'est vice versa. C'est pour vous dire que s'il vous plaît, il y a aussi des pouvoirs qui fabriquent leurs opposants. Ça aussi ça existe. Donc aujourd'hui, vu les enjeux, s'il vous plaît, un pouvoir peut être fabriqué. Il peut être fabriqué ou alors ça, il peut être fabriqué soit ou alors par les cadres du NIR de la zone pour montrer à leur chef que ce n'est toujours pas acquis qu'il faut mettre les moyens. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je voulais en disant que donc les débats, les thèmes de ce genre, c'est comme ça autour de ça va toujours exister par rapport au moment où Achadam a commencé. S'il vous plaît. A commencé par émerger. Alors, moi je voulais dire, je voulais poser une question. S'il vous plaît. Surtout qu'on est dans un pays où rien ne se fait en politique sans l'argent. Vous savez très bien comment le pouvoir, s'il vous plaît, comment le RPT unir mobilise les gens quand on veut faire quelque chose, comment on envoie les gens avec de l'argent pour préparer le terrain. Pour terminer, il faut que les gens sortent des considérations de choses. Mais avant que le meeting de Mango d'abord ne tienne pas, il y a encore les photos. Il ne faut pas qu'on reste d'une façon subjective. Il y a les photos. Bien que ce monsieur n'ait pas pu tenir son meeting, il faut retourner dans les archives pour voir les photos, s'il vous plaît. Pour voir les photos, le monde qui était réuni, ça l'attendait, et que le préfet envoie ces éléments pour disperser. Akara aussi, vous avez vu les photos, le monde là-bas, Akara, ce n'est pas les Kabiens, à Mango, ce n'est pas Akara, ce n'est pas les Kotikoli, à Mango, ce n'est pas les Kotikoli. Donc je pense que... Je vais juste dire tout calmement que le monsieur que moi je connais depuis plus de 12-15 ans, comme je le disais tantôt, n'est pas un homme qu'on peut guider de quelque part où qu'on peut fabriquer pour jouer un jeu. Achadam, c'est quelqu'un de fondamentalement... Achadam, c'est un homme. Oui, je sais, mais c'est quelqu'un... Il peut changer. Non, c'est quelqu'un de fondamentalement... C'est quelqu'un de fondamentalement... C'est le même discours qu'on a entendu pour Guil. C'est quelqu'un de fondamentalement carré, convaincu de ce qu'il fait. Moi, je le connais depuis des années et je pense qu'il est sincère dans ce qu'il fait et il le fait avec le cœur. Maintenant, attends, maintenant, les discours qu'on entend là, c'est-à-dire ce qu'on entend aujourd'hui et où on entend un peu ailleurs, plus Achadam va monter, plus il y aura des fantasmes. Parce que le problème c'est quoi? Celui qui a intérêt aujourd'hui a beaucoup plus opposé Achadam à l'opposition qui existait avant, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui a intérêt à les cogner. Et donc moi, je dirais juste aux gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qu'ils soient du CAL, de l'ANC, tout ça, qu'ils ont intérêt à ne pas rentrer en conflit avec ce nouveau qui monte. Et je demande aussi à Achadam qu'il a intérêt à ne pas rentrer en conflit avec les anciens qui sont là. Mais que eux tous se disent comment on va travailler ensemble pour avancer. Merci beaucoup, Ferdinand. Le scrutin n'est pas à 2 tours, c'est malheureusement. Non, mais je voudrais en douce. Je voudrais, aujourd'hui, Fabrice m'a l'air de quelqu'un de très excité là. Oui, parce que tu nous rentres dedans. Moi, ce que je voulais dire, il ne faut pas que la venue d'Achadam essaye de diviser les Togolais. Il ne faut pas que la venue d'Achadam crée des problèmes à une certaine communauté. Nous connaissons le Togo. Non, vous savez quand Fabrice dit que
les cadres de Tchaoudjo peuvent financer à Tchadam. Je voudrais dire par exemple si aujourd'hui un jeune de l'Akara commence par devenir politique, ça veut dire qu'il y en a eu des partis que des gens de l'Akara ont créé. Ça veut dire alors que les gens de la COSA, certains cadres seraient en train de pistonner le jeune en disant non, vous savez, il faut. Et qui le finançait à l'époque? Qui finançait Péré? Il y a eu un inspecteur de douane qui a été soupçonné. Voilà, donc, nous n'avons pas intérêt à entraîner les gens sur ces pistes-là. Parce que, mais pas d'un journaliste. Parce que quand vous faites ça, demain, les gens vont se retrouver au siège de UNIR. Ils vont dire, voilà, les gens de telle communauté ont eu tel avantage. Non, oui, mais c'est pas bien. Parce que dans toutes les communautés au Togo, il y a des gens qui montent. Absolument. Quand vous allez à Neko, il y a des gens qui créent des partis. Moi, je ne vais pas venir à la radio dire que donc, s'il y a un homme d'Aneko qui devient opposant, qui crée, ça veut dire que les gens d'Aneko cotisent. Non. Oui, moi, je peux pas dire ça. Non. Et pourquoi tu en parles? Il n'y a pas de problème, tu en parles. S'il n'y a pas de problème, pourquoi tu en parles, Fabrice? Pourquoi tu en parles sur la radio? Non, oui, mais pourquoi tu en parles sur la radio? Que ça doit être des gens de cette communauté. Il ne faut pas doiter une communauté. C'est pas bien. Demain, vous allez voir qu'on va commencer par disqualifier certains cadres de Tchaoudjo. Vous allez voir, parce que tu l'as dit. Nous faisons des analyses. Quand nous faisons des analyses, c'est ce que les gens prennent au sérieux. Non, pas forcément, pas forcément. Non, c'est pas bien. Allez-y, Loïc. Cette analyse n'est pas la bienvenue. Non, je comprends ce qui se passe. Et je comprends surtout, bien qu'en comprenant libéral, je comprends aussi mon ami Tchanyao. Mais pour dire que c'est assez dangereux, effectivement. C'est assez dangereux de penser comme ça décourage. Et ça n'amène pas. Et c'est pas sincère, quoi. Tu comprenez? C'est assez. Moi, je dis souvent, face à ces jugements, que c'est souvent autant d'Yadema que les gens allaient avec ces genres de raisonnement pour essayer d'aller lui gruger un peu dessous, pour dire ah, c'est tel qui fait, c'est tel. On doit sortir de notre mentalité, nous qui sommes des intellectuels et qui faisons l'effort d'éclairer les gens, de faire penser que quand dans une famille, quelqu'un s'oppose à la famille, ou du moins quelqu'un lui se met à l'écart, que c'est forcément un oncle lointain ou quelqu'un tout proche qui le rend rebelle. C'est-à-dire, on est libre d'esprit. On est libre d'esprit. Non, c'est ça. On peut financer à Tchadam. Un cabinet même peut le financer. Pas forcément les gens de Tchaoudjo. Mais quand tu l'as dit, c'est comme quelqu'un va rester dans un laboratoire, il va dire, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de député cavier à Tchaoudjo? Oui, c'est pourquoi j'ai dit que quand tu l'as dit comme ça, quelqu'un. Puisque tu disais que c'est les Kotokoli. Au début, tu as dit que sa base, c'est les Kotokoli. Et c'est ça qui n'est pas bien. Je vais juste, pour terminer, s'il vous plaît, pour terminer, je vais juste terminer. Moi, je t'ai dit que les gens ont voté mieux qu'Akara. Il y a des préfectures où on a voté mieux qu'Akara. S'il vous plaît. Donc, ce n'est plus la base de mieux qu'Akara. Chaque leader politique. Non, s'il vous plaît, ne déplacez pas les débats. Je vais juste demander ce que Atchadam véhicule dans les écrits, dans les propos comme message, ça mérite qu'on le suive, oui ou non? Non, on n'a pas. Donc si les gens se mobilisent, parce qu'il y a les gens derrière lui, on se dit que c'est parce que quelque part l'argent circule. Là, vous devenez supporter finalement. Vous devenez supporter sur le sujet. Messieurs, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là parce que. Le débat s'est terminé dans la passion. Oui, j'avais voulu quand même qu'on se prononce sur un autre sujet, les menaces de grève un peu partout, malheureusement. Au niveau de la classe politique, chacun fasse bas la terre et que les gens se comprennent parce qu'on a besoin d'une dynamique, on a besoin que des gens se comprennent pour qu'on avance. Parce Merci beaucoup, Ferdinand. Annonce la troisième partie. Et quand les gens nous suivent, c'est que nous quittons tout à l'heure, c'est en toute amitié que le débat se termine. Ce n'était pas. Permettez que nous fassions cette annonce parce que habituellement, les jeudis, nous recevons, les jeudis et les mercredis sur la radio Taxi FM, nous recevons des hommes politiques. Il nous est difficile de recevoir une partie des hommes politiques chez nous. Ils refusent le débat? Le débat est toujours contesté. Même à seul, c'est toujours compliqué. Je veux être clair sur le sujet. Il nous est toujours difficile d'avoir sur nos plateaux nos amis politiques de UNIR. Et à chaque fois, on nous fait le procès de ne recevoir que des gens qui appartiennent à l'opposition. Nous voudrons dire et préciser ce matin que nous n'avons aucun intérêt
à recevoir une seule partie. Et puis pour t'appuyer, on a besoin de la contradiction, on a besoin des autres politiques pour donner leur point de vue. Donc de grâce, nous prions humblement nos amis des partis au pouvoir de faire diligence à chaque fois que nous nous approchons. S'ils ne le font pas, qu'il n'y ait pas d'accusation, de procès derrière. Merci beaucoup. Je suis d'avis avec ce que tu dis, mais nos amis de UNID doivent comprendre qu'il faut qu'on responsabilise les gens. À unir le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas. Le parti n'est pas organisé, on ne sait pas qui. Et ce n'est pas la faute aux journalistes. Ce n'est pas la faute aux journalistes. Merci beaucoup Loïc Lasson, Tchanyao Arimiaou, Abi Alpha Ferdinalité, et Loïc Lasson et puis Fabrice Petesi. Merci de nous avoir suivis. Appelez-moi Eric Gator, Dia Prosper à la réalisation. On se retrouve à partir de lundi. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.